Aujourd'hui, je te propose de suivre le tutoriel le plus abouti de ma chaîne, construire un clone prêt à être déployé en production du service de streaming de musique le plus connu au monde, Spotify. Pour ce faire, côté front-end, on va utiliser Angular dans sa dernière version avec les standalone components, Signal et le nouveau control flow. En ce qui concerne le design, on utilisera Bootstrap 5.3 dans le but d'avoir un design responsive, mais aussi d'aller vite pour l'implémentation de notre UI. Côté back-end, on va utiliser Spring Boot et PostgreSQL, deux technologies très robustes qui ont fait leurs preuves et qui vont permettre d'accueillir un très grand nombre d'utilisateurs. On va aussi mettre en place l'authentification via Google et mot de passe, la création de comptes et l'oubli de mot de passe via Auth0, dans le but de sécuriser notre application. En ce qui concerne les fonctionnalités de notre application, nos utilisateurs vont pouvoir ajouter des musiques, les écouter, rechercher des musiques et gérer des favoris. On va commencer par la mise en place de notre front, c'est-à-dire la génération de notre application Angular et sa configuration. Pour ce faire, on va taper donc ng-new Spotify clone-front. On va utiliser le style SCSS et on va générer tous nos composants en mode standalone. Donc non, pas de pré-rendering ni de SSR. En attendant, je me prépare à ouvrir le projet avec mon IDE. Voilà, donc là mon projet est ouvert dans mon IDE. On va patienter encore un petit peu, voilà, c'est fini. NPM a bien terminé son install. On enchaîne sur l'installation de Bootstrap. On fait bien attention de se positionner dans le dossier de notre projet. Et ensuite on utilise l'Angular CLI pour installer notre package Bootstrap. Donc c'est ng-bootstrap/ng bootstrap. On valide. Et là, on répond aux questions. On répond donc oui. Puis, on va personnaliser Bootstrap pour que ça colle au maximum avec le style de Spotify. Pour ce faire, on va créer un dossier dans Assets qui va s'appeler SCSS. Puis, on va créer une feuille de style de type SCSS qui va s'appeler _bootstrap-variables. Le contenu de cette feuille de style est disponible dans la description. Vous avez un lien qui va vous y amener directement. Moi, je copie-colle le contenu de ce fichier. Ce qu'on remarque, et le principe de ce fichier, c'est de surcharger les variables de Bootstrap. Des variables qui peuvent être, par exemple, liées dans ce cas à la taille des balises H1, mais il y a plein de choses, comme par exemple la couleur du background, le fait qu'on force le mode dark, le type de police, etc., etc. Une fois ce fichier créé, il va falloir l'importer. On se rend dans le fichier style.scss, qui est le fichier de style central, et on va importer notre fichier juste avant les SCSS de Bootstrap grâce au mot-clé import. On tape assets, SCSS et Bootstrap variables. Puis, on passe à la personnalisation de notre index HTML. Ici, on va forcer Bootstrap à passer en mode dark avec le data bs theme égale dark. Et on va aussi importer une police pour, encore une fois, coller au style de Spotify. Cette police, c'est la Noto 100 qu'on importe ici. Maintenant, ça c'est cool. On va se rendre dans le appcomponent.html et on va valider que notre bootstrap et notre config marchent bien. On fait un CTRL A, on efface tout. On ajoute une div avec, on va mettre à l'intérieur un bouton avec la classe bouton et bouton primary. On va faire un hello bootstrap. Puis, on va pouvoir exécuter notre serveur. Soit vous avez IntelliJ ou WebStorm, comme moi. Dans ce cas-là, vous avez juste à appuyer sur Play. Soit vous êtes peut-être sur VS Code ou autre. Dans ces cas-là, vous pouvez ouvrir un terminal et exécuter ng serve.
Ensuite, vous avez juste à vous rendre sur localhost 4200. Moi, je vais utiliser plutôt l'IDE. Ensuite, on ouvre notre navigateur sur localhost 4200 et on remarque que le background, il est dark et qu'on a bien le vert de Spotify avec le style de bouton de Spotify. On a bien validé que notre bootstrap marche et que notre configuration est valide. On repart du côté de notre IDE, on va arrêter le serveur comme ceci, on ouvre notre terminal et on va rajouter notre librairie d'icônes FontAwesome grâce au Angular CLI. On tape ngadd @for awesome / angular-font awesome. Là, on répond oui. On choisit Font Awesome 6 et on prend les icônes gratuites. Voilà, c'est fait. On retourne dans notre IDE. On va créer un dossier shared. Et on crée un fichier TypeScript qu'on va appeler font-awesome-icons. Le but de ce fichier et de cette classe, ça va être de contenir les icônes que l'on va utiliser dans notre application. On ne veut pas importer toutes les icônes de cette librairie pour éviter d'avoir une application trop grosse et évidemment charger les icônes pour rien. On tape export const font awesome icons qui est de type icon definition, c'est un tableau, et c'est dans ce tableau qu'on va définir les icônes que l'on veut mettre ou pas. On va faire un petit test. On va importer une icône qui s'appelle fa-circle-play, comme ceci. Ensuite, on retourne, on va aller plutôt dans la classe app-component pour initialiser cette librairie. On va avoir besoin du service fa-icon-library qu'on va injecter, comme ceci. On va aussi avoir besoin d'implémenter onInit du côté de ce composant, du composant racine, où on va appeler une méthode que l'on va créer dans un instant, qui s'appelle font-init-font-awesome, qu'on crée de cette manière, et où l'on va venir appeler le service qu'on a injecté juste avant, avec la méthode addIcon, comme ceci, et on va appeler la méthode, la variable, c'est-à-dire le tableau qu'on a créé juste avant. Puis, on va effectuer un petit test pour valider que cette librairie marche bien. Dans un premier temps, on va importer le module FontAwesome module dans ce composant, pouvoir utiliser les icônes dans le template. On sera ensuite dans le template, où on va rajouter fa-icon avec l'attribut icons du nom de CirclePlay qui est l'icône qu'on a importé juste avant. On exécute notre serveur si ce n'est pas déjà fait. Et on va du côté de notre navigateur. On patiente et on voit ici que l'icône est bien présente. Ok, parfait. Maintenant, on va designer notre layout. On repasse du côté de notre IDE et on se rend sur l'app-component.html si ce n'est pas déjà le cas. On fait un CTRL A, on efface tout et on va commencer par ajouter un div avec une classe CSS container-fluid padding top 3 et viewport 8 200. Un autre div avec une classe row et 8 main row qu'on va créer dans un petit instant. Encore un autre div qui va être dédié donc à la colonne qui va être à gauche, donc dnon dsm non dmd bloc col md3 col xl2 navigation pe-2 et h-100. Dans ce div, il va y avoir, on va le créer juste après, il va y avoir navigation et librairie. Comme ça, vous pouvez visualiser. Ensuite, on va créer un autre div qui va être, elle, la colonne principale avec col12, col sm12, col md9, col xl10, padding start 0 et h-height 100%. Puis ici, on va placer notre header et notre div principal avec les classes suivantes. Donc rounded bottom 2, padding 3, background dark, overflow scroll et full 8 main content.
Et dans ce dernier, on va placer le routeur outlet. Ok, on est bon pour notre layout. Il nous reste à écrire la partie SCSS. Tout d'abord, on va importer le fichier de variable, comme ceci. On va rajouter la classe 8 main row qui contient 8 avec la variable main row 8. On a aussi la classe full 8 main content avec height qui lui a main content height. Maintenant, on va s'occuper des deux composants navigation et librairie qui sont dans la colonne de gauche, comme vous pouvez le voir sur Spotify, ici, colonne de gauche. On ouvre notre terminal et on va utiliser l'Angular CLI grâce à la commande nggc. On va la mettre dans Layout pour que ce soit rangé correctement et on va l'appeler Navigation. On ouvre l'HTML, on supprime tout ce qui se trouve à l'intérieur, on ouvre une div avec une classe rounded2, padding 2, grid et background dark. Dans ce div, on va mettre une balise UL avec une classe nav et flex colonne. Ensuite, une balise eli qui va contenir nav item. Ensuite, une balise a qui va contenir un lien avec une classe nav link, des flex, align item, center. L'attribut, on va lui mettre un attribut routeur link parce que ce lien, il va nous permettre de revenir à home. Donc ça va être égal slash pour racine. Et on va aussi faire en sorte que quand on clique et quand on est sur l'URL racine, home reste en blanc. Pour ceci, on met active comme ceci. On va aller à la ligne et on va rajouter également router active link option exact true. Ça, c'est pour que la classe soit active seulement et seulement si on est sur l'adresse racine. Dans ce lien se trouve une icône qu'on va importer juste après qui s'appelle home et un div qui va contenir juste home. On va avoir une deuxième entrée de menu, ici avec une classe nav item, et un lien de la même manière que celui au-dessus. Un nav link, des flex align item center, avec un router link, qui sera cette fois search, et pareil avec la classe quand elle est active avec active. Une icône qui va s'appeler search, et une classe avec du margin end 3 et une classe nav icon qui doit aussi se trouver ici. On ferme cette balise et on rajoute aussi le div qui contient search à l'intérieur. Enfin, on rajoute le module font_awesome module et on rajoute une petite classe active ici avec color white qui est contenue dans notre fichier SCSS comme ceci. Maintenant, si on revient sur notre navigateur, il faut que on aille dans l'app component.html et rajouter notre composant app navigation. Il faut aussi qu'on importe nos deux petites icônes qui sont fa home et fa search. Avec tout ça, normalement, on devrait avoir effectivement home et search de cette manière. En ce qui concerne librairie, on retourne dans notre terminal et on tape nggc layout/library. On ouvre ce composant, on efface ce qu'il y a à l'intérieur, on rajoute une div avec une classe, donc margin top 2, rounded top 2, padding y 2, padding start 2, padding end 3, background dark. Voilà, on rajoute encore un nouveau div avec flex, justify content between, align item, center et text secondary. Encore un petit div avec cette fois-ci des flex et align item center et margin center 3. Dans celui-ci, une font_awesome icône avec une classe nav icône et une margin end de 3.
et notre icône s'appelle book. Ensuite, il y a un div qui contient your library. Alors, on va juste tout de suite importer l'icône, comme ça on s'en rappelle. Voilà, c'est fait. Et dans librairie, on va aussi importer le font awesome module. Voilà, de retour dans notre HTML, on va rajouter un lien, une balise A, qui va contenir un lien qui va nous permettre par la suite d'ajouter des musiques. Et ce lien, il est symbolisé par une icône plus, qui est une classe nav icon et qui s'appelle plus, que l'on va tout de suite importer, fa plus. Voilà, voyons voir ce que ça donne côté navigateur. Il faut toujours que on rajoute ce composant avec l'import. Voilà, donc là on a bien your library, c'est correct. On a notre layout. Maintenant, on va passer à la génération de notre backend. En description, vous allez trouver un lien qui va vous ramener vers le site start.spring.io. C'est le lien que je vous affiche tout de suite. Et cette application web, elle permet de bootstrapper votre application directement en ayant la possibilité de spécifier les dépendances que vous voulez, le langage, la version de Spring, etc. Donc ça, je l'ai déjà fait pour vous. Ça, vous avez juste à cliquer. Vous pouvez voir un petit peu les dépendances que j'ai rajoutées. Donc rien de fou là-dedans. Il y a Web Security pour la sécurité des API, Load the Client pour gérer l'authentification, Liquibase pour gérer les schémas de base de données, Postgre, le driver parce qu'on va en avoir besoin, et Spring Data JPA pour la couche de persistance. Donc on clique sur Generate. Ensuite, on va ouvrir un Explorer de fichiers. On prend le zip et on le copie dans notre dossier favori. Une fois qu'on a fait ça, on l'ouvre dans notre IDE. Une fois le projet ouvert dans votre IDE, on va créer un fichier .env qui va contenir nos secrets, c'est-à-dire tout ce qui va être connexion à la base de données par exemple, ou plus tard secrets de OAuth 2. Alors les variables d'environnement qu'on va mettre dedans, ça va être Postgre username, donc moi dans mon cas c'est Codecake. Le Postgre password, j'en ai pas. La Postgre URL, c'est mon localhost. Et le nom de ma DB, Codecake aussi. Donc pour ma part, le Postgre, il tourne avec Docker en local. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel Postgre. Ce fichier .env, on va devoir le rajouter à notre configuration lorsqu'on va exécuter notre serveur. Je vais donc modifier ma configuration. Donc dans IntelliJ, je vais dans Edit Config. Je fais Modify Option, Environment Variable. Et ici, je vais rajouter, alors je vais l'enlever pour que vous puissiez voir, mais je vais rajouter ici directement mon .env. Je fais OK, je fais Apply et je refais OK. Si vous êtes avec VS Code, il y a aussi une possibilité de rajouter des variables d'environnement quand vous modifiez la configuration de votre launcher. C'est un peu différent, mais vous pouvez le faire également. Ce fichier .env, on va le rajouter à notre gitignore pour être sûr qu'on ne le committera pas par erreur. Donc là, je vais mettre .env. Alors, je vais initialiser le git repository. Voilà, l'ajouter, il est bien ignoré. Ensuite, on va se rendre dans Resources, on va renommer le fichier application.properties en YML, puisqu'on veut utiliser ce style-là. Ce fichier, vous allez devoir aussi le récupérer, parce qu'il y a quand même pas mal d'options qui se trouvent à l'intérieur, et on va pas le recopier à la main, parce qu'il y a peu de plus-value à vous faire ça. Donc moi je vais le copier-coller, mais vous avez le lien en description. Dans les grandes lignes, on a le level des logs, on a quel est le profil actif par défaut, le nom de l'application, la configuration du data source, avec la configuration aussi de Spring Data JPA, encore un petit peu de config Spring Data JPA avec aussi la config de Hibernate. On a la config ici aussi de Liquibase, dont on va parler juste après, et une config ici dont on reparlera lors de l'ajout des musiques. On passe maintenant au rajout donc, de certaines dépendances qu'on n'a pas pu rajouter dans le Spring Boot Initializer. On se rend dans le POM et on rajoute la dépendance suivante qui va être le org.springframework.boot et qui s'appelle le Spring Boot Starter Validation. Voilà, celui-ci va nous permettre de valider des DTO en entrée de notre web service. Ensuite, on va aussi avoir besoin de Mapstruct qui a un mapper de DTO. Donc c'est org.mapstruct et
qui s'appelle mapstruct et c'est la version 1.5.final. On a la même chose, mais le processor qu'on va devoir rajouter au compilateur. Celui-ci, il est en scope provided. Voilà. Ensuite, on a besoin du plugin, on a besoin du compilateur. Donc le maven-compiler-plugin. La version, c'est la 3.11.0. Et on a besoin de gérer la configuration. Donc la source Java version, la target, c'est pareil. Et on va devoir ajouter un annotation processor qui va être notre mapstruct. L'artefact ID, c'est mapstruct-processor. Et la version, c'est la même, donc la 1.5.final. Voilà, on met à jour Maven et on devrait être bon. On passe maintenant à la configuration de Liquibase qui va passer par la configuration de notre schéma. On a déjà le dossier dp changelog, c'est parfait. On va créer un fichier XML qu'on va appeler master.xml et qui va contenir tous les fichiers de changelog de Liquibase. Encore une fois, vu que ça n'a pas une grosse plus-value de vous faire taper ça, vous pouvez la récupérer directement dans la description via mon repo GitHub. Moi, je vais le copier-coller également. Rien de spécial, on fait quelques remplacements de propriétés pour que ce soit un peu plus compatible avec Postgre, et on va venir inclure tous nos fichiers, entre guillemets changelog, pour notre DB. Donc ce fichier XML, on va le créer tout de suite, voilà, comme ceci, .xml, et ce fichier, il va venir décrire notre schéma, et Liquibase, il va s'occuper de transformer ce fichier XML en instruction SQL pour créer notre base de données. Au passage, il va aussi faire des checks sur le fait qu'on n'a pas modifié ce fichier XML, et il va aussi regarder s'il a des nouveaux fichiers XML à exécuter quand on fera des mises à jour de la base de données. Notre base de données est architecturée de la manière suivante. On a une table user qui contient les infos donc, de notre utilisateur. On a une table song qui va contenir les informations d'affichage comme la couverture, le titre de notre chanson. On va avoir une table song content qui va contenir juste les fichiers binaires, donc le fichier binaire de la musique en elle-même. Et on va avoir une table favorite song qui va contenir les informations sur quel utilisateur a liké quelle chanson. Voilà. Pour le reste, on a la création des séquences pour nos tables song et user. Il est temps maintenant d'essayer de faire tourner notre serveur. Donc on appuie sur play comme ceci. Voilà, donc on a une erreur. Et effectivement, il faut qu'on crée le schéma Spotify clone. Donc je vais me rendre dans mon pgadmin. Je vais aller dans Codecake et je vais créer mon schéma. Spotify clone. On sauvegarde, on relance. Voilà, donc là ça a l'air de s'être bien passé. On va quand même vérifier que nos tables sont bien présentes. Voilà, donc là on est bon. Maintenant que notre schéma de base de données est fait, on va pouvoir passer à la partie écriture de nos entités Hibernate, c'est-à-dire l'écriture de notre domaine fonctionnel. L'application, côté backend, elle va être divisée en deux parties. La première, ça va être le catalogue, qu'on va appeler le catalogue contexte, et le deuxième, ça va être le user context. Le catalogue contexte, il va contenir tout ce qui est lié aux chansons et à la musique. Le user context, il va contenir tout ce qui est lié au user. On commence par créer le user context. On va dans le dossier Java, on crée un nouveau package qui va s'appeler user context. Dans ce package, on crée un autre package qu'on va appeler domain, et on va créer notre première entity qu'on va appeler user. Cette classe, on va la noter @entity, on va rajouter @stable également. Le nom de cette table, ça va être Spotify user. Cette entité, elle va avoir un ID. Cette ID, on va la noter donc @id. On va aussi lui rajouter le @generated value avec comme stratégie, c'est de type séquence avec un générateur qui s'appelle user sequence generator. Puis, il faut qu'on définisse ce générateur. Son nom, c'est le même, donc user sequence generator. Le nom de la séquence en base, c'est user generator. Et la taille de l'allocation qu'on a mis, c'est 1. Enfin, le nom de la colonne, c'est ID. Ensuite, cette entité, elle a aussi un last name avec un nom de colonne
last underscore name. Elle a aussi un first name, comme ceci. Elle a aussi un email. Elle a une subscription. Donc cet objet, il n'est pas encore créé, on va le faire juste après, c'est un enum. Et enfin, il a une image URL qui est son avatar. On va créer subscription, qui est un enum, et qui a comme value premium et free. On retourne dans user, et on va générer les getters et les setters dont on a besoin. Ensuite, on va utiliser une classe abstraite qui va être utilisée par toutes nos entités. Cette classe abstraite, elle va nous permettre de faire de l'audit. Pour ce faire, on va créer un package shared kernel qui va nous permettre de mettre des choses en commun à travers nos contextes. Dans ce package domain, on crée une classe qu'on va appeler abstract auditing entity. Cette classe, elle va avoir deux champs principaux qui vont être un instant qui va être create date qui va être égal à instant.now et qui va nous permettre de garder une trace de quand est-ce que nos entités ont été créées et pour le deuxième champ, quand est-ce qu'elles ont été modifiées. Sur ce champ, on va rajouter une annotation created date et colonne avec un attribut donc name qui est created underscore date et qui n'est pas updatable. Ensuite, on a un deuxième champ qui est aussi un instant et qui s'appelle last modified date, qui est aussi égal à instant.now, qui cette fois a l'annotation last modified date et le nom de notre colonne qui va être last modified date. Voilà, on peut créer nos getters et nos setters pour ces deux champs-là. Et on va aussi rajouter des annotations qui vont faire en sorte que Hibernate et Spring Data JPA comprennent qu'il faut qu'à la persistance de l'une de nos entités, ils viennent alimenter ces champs si besoin. Donc ces annotations sont les suivantes. On a @mapped superclass et on a @entity listener et il faut lui passer un auditing entity listener.class. Enfin, dernière chose, c'est une classe qui est générique et qui implémente serializable et il faut que on ait une méthode abstract avec donc de type T qui s'appelle getID et qui sera implémentée par toutes les classes qui étendront cette dernière. Donc évidemment, il faut qu'on rajoute aussi que ce soit abstract. On peut maintenant faire étendre la classe d'audit par notre classe user. Donc abstract de type long. Très bien. Donc maintenant, on peut passer à la partie repository. Donc on va créer un nouveau package qui va être toujours dans user context, mais cette fois, on va créer le package repository. On crée une interface user repository. Cette interface, elle étend JPA repository, user et long. On importe user, notre domaine, et on est bon. Ensuite, on va aussi créer nos objets de sortie. Comme ça, ce sera déjà fait avec notre mapper. Donc on va créer un fichier, un package user context mapper. Ce mapper, c'est aussi une interface qui va s'appeler user mapper, qui a une annotation mapper, component model Spring dans le but de pouvoir utiliser l'injection Spring. Le premier mapper qu'on va mettre, c'est user read user DTO qu'on va créer dans 1 minute. Le nom de ce mapper, on va l'appeler read user DTO to user et il va prendre en paramètre un user qui est notre entité. Voilà, donc ça c'est pour Mapstruct, comme ça on n'aura pas besoin de mapper nos objets à la main. Ensuite, on va créer notre DTO, qu'on va appeler read user DTO. Cette classe, c'est un record, et elle a les champs suivants. First name, last name, email et image URL pour l'avatar. Alors on peut retourner dans notre user mapper, faire l'import, et on est bon pour le moment. Il nous manquera notre user service, et pour le moment, on n'en a pas besoin. Très bien, maintenant, on peut passer au catalogue contexte. Donc on crée le package, catalogue contexte, on crée le package domain, et on crée nos différentes entités. Donc la première, c'est song. On implémente serializable, on rajoute la notation @entity et la notation @table avec le nom de notre table qui va être song. Song, il va avoir le même type d'ID que user, donc on va le copier ici pour aller un peu plus vite. On va changer ici, c'est song.
Là aussi, c'est song et là aussi. Voilà, ensuite, notre song, elle a un UUID qui est un public ID. Là, le nom de la colonne public underscore ID, ce n'est pas nullable. Ensuite, elle a aussi un titre qui est de la même manière non nullable. Elle a aussi un auteur. Elle a une cover et il y a aussi la cover content type, histoire de connaître l'extension de l'image, tout simplement. On a tous nos champs, on peut donc générer nos getters comme ceci, et on peut passer à l'entité suivante. On va créer song content, de la même manière implément serializable. On a la notation entity, table, avec le nom song content. Cette fois-ci, il n'y a pas d'ID generator, puisqu'en fait, on va utiliser un système de foreign key entre les deux. Donc song content va utiliser l'ID de la song comme si c'était sa primary key. Donc c'est @id et @colon. Name song ID. Si on va avoir une relationship one-to-one entre les deux, on va dire à Hibernate qu'il faut qu'il utilise les mêmes ID pour ces deux tables. One-to-one et en join colonne, name c'est song ID et la colonne de référence c'est ID. Ensuite, on va avoir le contenu fichier en lui-même du son, qui va être un tableau de bytes. On va noter avec lob, on va les stocker en base de données. Et le nom de la colonne, c'est file. C'est pareil, il n'est pas nullable. Enfin, dernier champ, on va avoir le file content type. Comme ça, on va pouvoir gérer les différents types, que ce soit MP3, Wave, etc. Name et c'est file content. Ensuite, on crée nos getters. On peut passer maintenant à la création de la dernière entité, qui est l'entité pour gérer les favoris. On crée donc la Java class avec favorite. On réimplémente serializable. On rajoute la notation entité, table, name, favorite, favorite song. On lui rajoute un UUID qui va être la song public ID, qui est son ID. Et ici, on va avoir ce qu'on appelle une primary key composite qui va être composée du song public ID et du user email. Donc ça, c'est aussi son ID. Et le nom de la colonne égale à user email. On génère les getters et les setters. Et il nous manque ici une annotation ID class où on va spécifier notre composite primary key. Donc il faut qu'on la crée. On va l'appeler favoriteID.class. Elle n'existe pas, on la crée. Oui, elle va donc implémenter serializable. Elle a un UUID, song public ID, une string user email. Elle a un constructeur vide. Elle a aussi un constructeur avec les deux champs et les getter setter. Enfin, on va aussi implémenter equals et hashcode pour cette classe. On passe maintenant à la création de nos repositories. On crée un package repository. On crée ensuite l'interface song repository. On extend JPA repository avec song et long. Voilà. On rajoute aucune méthode, on le fera au fur et à mesure quand on aura besoin de créer des méthodes. Ensuite, on va créer song content repository comme interface. Pareil, on extend JPA repository de type song content et long. Et enfin, le favorite repository qui va étendre pareil JPA repository. Voilà pour nos repositories. Ensuite, on crée nos objets de sortie. Donc on commence par créer un package application et on va créer un package value object. Dans ces value objects, on va en avoir deux qui vont s'appeler song author, qui sont des records, VO, oui, ajoute, qui doivent être, le champ il doit pas être blank, et on va l'appeler value. Ensuite, on va avoir un song title VO, qui est aussi un record, et qui ne doit pas être blank aussi. Voilà, donc ça on va s'en servir un petit peu après dans nos DTO. On va créer un autre package qui va s'appeler DTO et qui va contenir nos objets d'entrée-sortie. Le premier, ça va être, on va créer un save song
DTO, save song DTO, qui est aussi un record. Il faut que, donc, on va rajouter nos value object, donc le song title. Voilà, on va passer à la ligne, ça sera plus simple. Il faut aussi que lui soit valide. Song author VO. Ensuite, on va avoir le cover, qui est un tableau de bytes. Voilà, on a la cover content type, qui ne peut pas non plus être nulle, et qui est une string, la cover content type. Et ensuite, on a le file qui est aussi un tableau de bytes, donc qui est le fichier son. Et enfin, on a, au même titre que la cover, on a la chaîne de caractères pour le content type du fichier de son. Voilà. Donc là, on a notre save song DTO. On va ensuite créer notre song content DTO. Celui-là, il est beaucoup plus simple. Il va avoir un UUID qui est le public ID et il va avoir un tableau de bytes de type lob qui s'appelle file et juste le file content type. L'objet va nous servir à pouvoir en fait renvoyer le contenu d'une musique front-end. Save, celle-là, elle va nous servir à la persister. Et maintenant, on va créer l'objet qui va nous permettre de lire juste les informations. Et là, on va l'appeler read song info DTO. Pour celui-là, par contre, c'est une classe. Voilà, et elle va avoir alors song title value object qui s'appelle title. Elle va avoir une song author. Pareil, on va avoir une cover, ne peut pas être nulle. On va avoir une content type, string content type, ne peut pas être nul. Donc alors attention, c'est cover content type. Ensuite, on a boolean grit et on a UUID qui est la public ID. Public ID. On génère les getters et les setters. On est bon pour cette DTO. Il ne nous reste plus que la favorite song DTO et on sera bon pour cette partie. Donc la favorite song DTO, aussi un record, n'est pas nul. Contient donc un booléen favorite, un UUID, public ID, qui lui doit contenir arrobase note nulle. Donc on est bon pour la partie DTO. Maintenant, comme pour la partie précédente, on va créer les mappers. Donc dans application, on crée un package mapper avec, donc comme type interface, on crée un son mapper, la notation mapper. Voilà, on va pas le rajouter parce que ceux-là ils sont un peu plus complexes, on les verra lors du service. Et on va créer le song content mapper qui est aussi une interface. On va juste la noter. Voilà. Dernière chose concernant la partie persistance, on va devoir configurer Spring pour lui indiquer où sont nos différents repositories, domaines, etc. Donc pour ce faire, on va créer un package infrastructure et dans ce package, on va rajouter un autre package config. Dans ce package config, on va rajouter une classe qu'on va appeler database configuration et qui va contenir nos annotations qui vont permettre de configurer Spring. Donc on rajoute @configuration, on rajoute enable JPR repositories. Cette annotation, elle va permettre de pouvoir configurer dans quel package sont nos repositories qu'on a créés. Donc dans mon cas, c'est fr codecake spotify clone.user.context.repository. J'en ai aussi un autre dans catalogue context. Alors, on a aussi besoin d'activer les transactions et on a aussi besoin d'activer la partie audit dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Avec tout ça, normalement, on devrait déjà être pas mal. Alors, étape suivante, maintenant, on va passer à la partie où on va configurer notre tenant Auth0. Donc, je vous invite à ouvrir un navigateur sur l'URL suivante, donc manage.auth0.com. Si vous n'avez pas de compte, je vous invite à en créer un. Et donc moi, pour l'occasion, je me suis créé un nouveau tenant, Spotify Clone. On va commencer par créer une nouvelle application. Donc en allant dans le menu Application, on fait Create Application. On sélectionne Regular Web Application. On va l'appeler Spotify Clone. On clique sur Create. On peut directement aller dans Settings, puis dans Allowed Callback URL, on va mettre les deux adresses suivantes. Donc http localhost 8080
/login /auth2 /code /octa. On va aussi rajouter l'adresse donc de notre front-end qui est sur le port 4200. Maintenant, on va aussi rajouter la logout URL. Ici, ce sera nos deux URL pour se déconnecter. On va aussi mettre les allowed web origin pour qu'il n'y ait pas de souci au niveau de CORS. Et c'est tout normalement pour la configuration de notre domaine. Donc on appuie sur Save pour sauvegarder. Et maintenant, on va aller dans la partie branding, puisqu'on va personnaliser un petit peu, même beaucoup, notre login pour que ça ressemble le plus possible à Spotify. Donc on va aller dans Customize Option. Voilà, donc OK. Agrandir un petit peu pour qu'on voit mieux. Donc dans Colors, le primary bouton, on va le changer. Primary button label, c'est la même chose. Le secondary button border, c'est pas la même couleur. Le secondary button label, c'est pareil. Le base focus color, il faut qu'il soit aussi vert. Le base overcolor, c'est bon. La link and focus component, c'est pas bleu, mais il faut que ce soit le vert de Spotify. Le header, il faut qu'il soit blanc, puisqu'en fait après, on va changer le background, et le background, il sera noir. C'est pour ça qu'on inverse un petit peu toutes les couleurs. Le widget background, le widget border, c'est bon. Le input label placeholder change aussi un petit peu. Le input fill text, il devient blanc. Input border, c'est le même. Le input background devient noir. Les icônes, c'est la même chose. Et juste success. Déjà, on va sauvegarder déjà ça. Là, maintenant, on va aller dans Fonts. En Fonts, on va rajouter donc la fonte Noto 100, histoire que ce soit la même. Au niveau de notre border, ici, donc c'est celui-là. C'est 1 pixel. Et le reste est bon. Ensuite, dans Widget, on va rajouter l'icône. On va changer l'icône et on va mettre celle de Spotify. Là, on peut même agrandir un petit peu. Là, et le page background, on est bon. Regardez si on fait try. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a un look proche de Spotify. Ok, maintenant, on va passer à la partie configuration de notre backend. Pour ce faire, on va se rendre encore une fois dans Applications. On clique sur Spotify Clone et on va copier notre client ID et notre client secret. Donc je retourne dans mon projet backend, je clique sur mon .env, donc mon fichier, et on va rajouter deux clés. On va rajouter auth0-client-id. Je vais copier-coller le mien. Et je vais faire pareil pour le client secret. Auth0 client secret. Maintenant que j'ai fait ça, on se rend dans le application.yml. Il va falloir qu'on passe ces valeurs à Spring Security et au package Octa. Je tape donc Octa, auth2, issuer. Donc l'issuer, c'est l'adresse de votre tenant. Pour moi, je peux le prendre ici, https voilà. Ensuite, le client ID. Ici, je passe la variable d'environnement. Donc pour moi, c'est auth0 underscore client underscore ID. Et pareil pour le client secret. Auth0 client secret. Ok. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir configurer Spring Security. On va se rendre dans le package infrastructure.config et on va créer une classe Java qui va s'appeler Security Configuration. Cette classe, on va lui rajouter la notation configuration et elle va avoir une méthode unique qui va s'appeler configure, qui va renvoyer une security filter chain. On va la noter @bin puisque c'est un bin Spring. Donc cette méthode elle s'appelle configure et elle prend en paramètre HTTP security et elle throw exception. Au niveau de notre paramétrage, on va commencer par lister les URL qui ont droit d'être appelées de manière publique et les requêtes qui doivent être authentifiées. On va donc utiliser l'objet authorize. On va faire authorize à la ligne .request matcher de type HTTP méthode get et l'adresse du endpoint, ça va être API songs, puisque ce sera l'endpoint qui va permettre à nos utilisateurs de pouvoir lister les songs. Donc ça, c'est OK, ça peut être public. Ensuite, la deuxième méthode qui peut être publique, c'est la search. On va permettre à nos utilisateurs de pouvoir chercher les chansons qu'ils désirent.
Voilà, donc c'est la même chose, on met permitol. Et pour le reste, toutes les autres requests, elles doivent être authentifiées. Ensuite, on va configurer le CSRF. Donc CSRF, on va faire .token repository. Ça va être à base de cookies. Voilà, with HTTP only. Et on va lui rajouter un token request handler de type CSRF token attribute handler. Voilà. Tout ça, c'est du paramétrage pour configurer le token CSRF. Du côté Angular, c'est aussi automatique. On le configurera le moment venu. Pour le reste, on va configurer Spring en mode OAuth 2. Donc on va lui dire OAuth 2 login. On va lui mettre un with default. On va aussi appeler le OAuth 2 resource server avec un objet donc OAuth 2 et OAuth 2. .jwt with default. Et enfin, OAuth2 client with default. On n'a plus qu'à retourner notre http. Et enfin http.build. Voilà, c'est tout pour notre security configuration. Maintenant, on va enregistrer nos utilisateurs en base de données lorsqu'ils se connectent. Pour ça, on va avoir deux cas différents. Le premier, c'est si on ne les connaît pas, on les enregistre simplement. Et le deuxième cas, qui va être un chouïa plus compliqué, ça va être de les mettre à jour, si besoin. Alors pour ce faire, on va commencer par créer une méthode dans notre repository. Donc on va aller dans user context, repository et user repository. On va avoir besoin d'une méthode optional, donc qui nous renvoie un user, et ça va être find one by email. Donc ça nous permet de rechercher nos utilisateurs par email. Une fois qu'on a ça, on va créer une nouvelle classe service dans un package application, la user service. On va la noter @service et ce service, on va avoir besoin du user repository et on va avoir besoin du mapper. Voilà, lui aussi d'ailleurs, il peut être final et ça, voilà. On va avoir besoin de méthodes utilitaires. La première, ça va être une méthode qui va mapper un user avec le formalisme de OAuth. Maintenant, on va pouvoir écrire une méthode qui va mapper le contenu du token JWT qui provient de Auth 0 en user qu'on va pouvoir persister dans notre base de données. Alors, cette méthode, elle est private, elle va nous renvoyer un user et elle s'appelle map OAuth de attribute to user. Elle prend en paramètre une map de string d'object et on va l'appeler attribute. On va importer, on va instancier notre user en faisant un new et maintenant on va extraire les informations une par une. .get sub, on va faire un string username égale nul if attribute.get preferred username est différent de nul, alors username égale string de attribute.get preferred username. Ici, on va faire un tout lowercase. Ensuite, on va faire un if attribute.get given name est différent de nul, user.set first name, on va caster en string et on va dire attribute.get given name. Voilà, sinon attribute.get name différent de nul, alors user.set first name, toujours pareil, on caste en string attribute.get name. Voilà, ensuite on va faire un attribute.get family name est différent, s'il est différent de nul, alors on fait un user set class name de string attribute.get family name. Puis if attribute.get email est différent de nul, on fait un user.set email. Là, il faut qu'on paste en string, qu'on fasse pareil, .get email. Là, ici, petite subtilité, il faut qu'on fasse un sub.contain type et username est différent de nul et username contains. Voilà. Si c'est le cas, on fait un user.set email
égale username. Si c'est toujours pas le cas, on fait un user.setEmail égale sub. Dernier bloc, on fait un if attribute.getPicture. Il est différent de nul. Alors on fait un user.setPageURL, reste en string, et on fait un getPicture. On n'a plus qu'à retourner notre user et on est bon pour cette méthode qui était assez rébarbative. Maintenant, on va avoir besoin d'une méthode qui va nous permettre de mettre à jour un utilisateur si besoin. Alors, cette méthode, elle est private et on va l'appeler updateUser. Elle va prendre en paramètre un user. On va aller chercher notre user en base de données. On va l'appeler user to update optional. On va appeler notre user repository grâce au champ user.getEmail. Si on arrive à le trouver, on va tout d'abord l'extraire de cette manière, user to update, voilà, et on va mettre à jour les champs qui nous intéressent. On va faire set email, user.getEmail, user to update, set image url, get image url, user.set last name, user.getLastName, user.toUpdate.firstName, user.getFirstName. Voilà, une fois qu'on a ça, on le sauvegarde, on fait un save and flush, et on est bon. La méthode d'après, il va falloir qu'on arrive à extraire via Spring Security les informations qui se trouvent dans le JWT au moment de la requête. Pour ce faire, on va renvoyer donc un read user DTO, et la méthode, on va l'appeler getAuthenticated user from security context. L'objet, il est de type auth2 user, on va l'appeler principal. On va le caster, puisque ça va pas être le cas dans Spring Security. On va appeler le security context holder. On va faire un get context, un get authentication et un get principal. Voilà. Ensuite, notre user, on va se servir de la méthode map. On va donner des attributs, puisque, comme vous pouvez le voir, le getAttribute, c'est une map de string object, et c'est le paramètre de cette méthode. Il va nous renvoyer un user, et ensuite, on va pouvoir utiliser notre mapper, puisqu'on va transformer un read user DTO en user. On va transformer un user en read user DTO. Petite typo, ici, j'ai mis update au lieu de updated. Maintenant, on va passer à l'écriture du endpoint qui va permettre au front de récupérer des informations des utilisateurs quand ils sont connectés. Pour ce faire, on va créer un package dans le user context qu'on va appeler présentation. On va créer une classe Java qu'on va appeler offController, ou plutôt offResource. On va la noter avec restController et avec request mapping. L'adresse, ça va être /API. On va avoir besoin de notre user service, qu'on va l'injecter. Et on va avoir aussi besoin d'un objet qui s'appelle client registration. On va en avoir besoin de celui-ci pour le logout. Là-dessus, on va générer un constructeur et on va faire notre premier endpoint qui va être celui de récupérer les informations de l'utilisateur qui est connecté. Cette méthode, elle va renvoyer un response entity de type read user DTO. Elle va s'appeler getAuthenticated user. Et comme paramètre, elle va renvoyer elle va prendre en paramètre, un autre user qui va être annoté @authentication principal. Ça va permettre à Spring de nous l'injecter lors de l'appel de ce endpoint. Ce endpoint, il va être annoté @getMapping et l'adresse de ce endpoint, ça va être /getAuthenticated user, tout simplement. Le corps de cette méthode, on va faire un if. Évidemment, il faut que le user soit différent de nul. S'il est égal nul, on va renvoyer une new response entity avec http statut internal server error. On va appeler donc le user service. On va appeler la méthode sync with IDP et on va récupérer les informations. On va l'appeler user from authentication et on va faire un user service.get authenticated from security context. Comme ça, on récupère bien les informations qui sont présentes dans Spring Security. Et donc là, on fait un return de response
entity.ok.body du user from authentication. Et là, on est bon. Méthode suivante. Celle-là, ça va être la méthode pour pouvoir déconnecter notre utilisateur. Donc celui-ci va envoyer un response entity. On va l'appeler logout. Et elle va prendre en paramètre un HTTP servlet request. On va appeler request. On va la noter post mapping et l'adresse, ça va être logout. On va d'abord appeler le registration avec un get provider detail.getIssuer URI. On va créer la variable. Ensuite, on va créer une autre variable origin URL qui provient de la request http header.origin. On va faire un tableau d'objets qui va s'appeler param, qui va être issuer URI registration.get client ID et origin URL. Ensuite, on va devoir formater un message, message.format, message format. On va importer, ça va être 0, et cette méthode elle a des params, voilà, c'est pour ça qu'il y avait un petit problème. Donc v2/logout, client ID égale return to égale 2. Voilà, donc ça c'est pour se déconnecter de OAuth2. Ensuite on fait request.getSession.invalidate. Et on retourne responseentity.ok.body map of logout URL logout URL. Oui, parce que il faut que je crée ici la variable qui s'appelle logout. Voilà, on est bon pour cette méthode. Alors, petit morceau de code manquant, petite typo. Ici, il faut qu'on injecte un client registration repository. Et ce registrations, ici, il doit être égal à find registration, qui doit être égal à octa. Voilà. Si on réduit ici et qu'on essaye d'exécuter notre serveur, normalement, tout doit se passer correctement. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on revient côté front-end et on va le configurer pour qu'il puisse communiquer avec notre back-end. Ensuite, on lui fera consommer les deux endpoints, logout et getAuthenticated_user, qu'on a créés juste avant. Dans un premier temps, on va configurer un proxy pour éviter les problèmes de CORS. Pour ce faire, on va créer un fichier qui va s'appeler proxy.conf.mjs à la racine de notre projet. Dans ce dernier, on va mettre un export default, un tableau qui va contenir un objet et qui va avoir plusieurs champs, donc le champ contexte, où on va lui spécifier les adresses qu'il doit proxifier, code 2, et /login. La target, donc pour nous ça va être notre backend, donc http localhost 8080 et secure true. Voilà pour la conf. Maintenant, on va se trouver dans l'Angular JSON. On va chercher la ligne dev server. On va rajouter option, comme ceci. Option, c'est un objet avec un champ build target qui va être Spotify clone build et l'attribut proxy config proxy.conf.mjs, donc le nom de notre fichier. Voilà, donc notre proxy est configuré. Je dois pouvoir exécuter mon serveur de manière normale. Voilà, parfait. Pour le moment, ça, on va le minimiser. On peut fermer nos fichiers. On va se diriger maintenant dans l'app config. Dans l'app config, on va rajouter, ici je vais passer un petit peu à la ligne, ici aussi, et je vais rajouter l'HTTP client, comme ceci, avec au passage la configuration du XSRF token. Ici, donc le cookie name XSRF-token, et le header name, c'est le x-xsrf-token. Voilà, comme ça c'est fait, on n'a plus à y penser. Ça va nous permettre d'injecter l'HTTP client. Maintenant, on va générer nos deux fichiers d'environnement pour pouvoir gérer nos différentes adresses de backend. Pour ce faire, on va dans un terminal et on va taper ng generate environment. Ça va nous générer deux fichiers dans un dossier. On va rajouter dans celui-ci API URL, deux points. On va mettre // localhost, deux points, 4200. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, notre environnement est
configuré, on va maintenant passer à la partie création de notre modèle. Alors, on va créer un directory service, et dans ce directory service, on va recréer un autre directory avec modèle. Dans ce modèle, on va créer un fichier TypeScript qui va s'appeler user.model. Ce fichier, il va contenir une interface qui va s'appeler user et qui va contenir donc un first name de type string, un last name de type string, un email de type string, une subscription qui va être de type subscription, on va créer juste après, et une image URL et de type string également. On va créer notre enum subscription ici, c'est premium et free. Voilà, donc pour notre modèle, on est bon. On va pouvoir passer à la partie service. On va générer un service dans le dossier service qui va s'appeler auth. Voilà, on ouvre notre service. Dans ce dernier, on va injecter le client HTTP comme ceci. On va aussi avoir besoin de location, qui est un service Angular. On va créer une variable notConnected qui va nous servir un peu plus tard. Avant d'écrire nos deux signals et notre méthode fetch, on va avoir besoin d'une interface qu'on va utiliser entre le service et les composants. Cette interface, on va la créer dans modèle et elle va s'appeler state. Le code de ce modèle, il est en description. Pour moi, je fais juste le copier-coller. Il n'y a pas de valeur particulière à ce qu'on le retape. C'est juste un objet avec des champs value, error, status et ensuite une classe builder qui permet donc de builder pour les erreurs, pour les succès et pour l'initialisation. Une fois que ça c'est fait, on revient vers notre service et on va pouvoir instancier notre premier signal qui va s'appeler fetch user $, qui va être private et qui va être de type writable signal, de type state user http error response. On va importer tout ça. Donc c'est pas popper.js core, mais c'est bien notre modèle slash state qui va être égal à la ligne A signal state.builder de user de http error response .for success email et 6.notConnected. Petite typo ici, fetch user, donc le deuxième signal qui va être notre signal public, il va utiliser computed et il va juste le dériver de fetch user $. Ensuite, notre méthode fetch, elle va renvoyer void et à l'intérieur, on va faire notre appel http get. Get qui va être de type user. L'adresse, ça va être $environment.api URL slash API slash get authenticated-user. Ensuite, on peut faire directement subscribe. À l'intérieur de ce subscribe, on va gérer le cas next et on va écrire dans le signal en faisant un set de state.builder.forSuccess user http error response de forSuccess. On envoie le user à l'intérieur et on fait un build. Maintenant, le cas d'erreur, là ça va être error. On va devoir faire sur plusieurs lignes. Donc on va mettre un if, le statut de l'erreur. Ah oui, le statut de l'erreur, on va le typer ici. Il est égal à http status code unauthorized et que l'utilisateur n'est pas authentifié. Ça, on va le créer dans un instant. Alors, on va écrire dans le signal quasiment la même chose que ça, sauf que on va envoyer email et on va envoyer un this not connected. Si l'erreur est autre chose que ça, alors on va juste renvoyer une erreur. State builder for error et on renvoie l'erreur. Maintenant, la méthode isAuthenticated. Elle prend rien en paramètre et elle va envoyer un boolean. On va faire un if this.fetch user. Donc s'il y a une value dans le signal, on va retourner this.fetch users.value.email et on va s'assurer que cet email il n'est différent de not connected. Si ça envoie autre chose, alors on retourne faux. Maintenant, la méthode login, elle va prendre aucun paramètre, elle renvoie void et on va faire un location.href
qui va être égal à location.origin, dollar avec les crochets this location.prepare external URL, et l'URL ça va être auth2/authorization/octa. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire pour le login. Ensuite, le logout, c'est pareil, ça renvoie void. On va utiliser l'HTTP client pour faire un post. L'URL, ça va être donc $environment.api URL /API/logout. Le body, il est vide et on va devoir spécifier une petite option pour être sûr qu'on envoie bien les cookies, même si c'est pas le même domaine. On va à la ligne, on fait un subscribe, on va mettre donc le cas next, et dans le cas next, on va faire un this.fetch users.sets. Je peux directement copier ça, puisqu'en fait, on va renvoyer un utilisateur non connecté, tout simplement. Et ensuite, ici, on va faire un location href égale response.logout URL, et j'ai oublié ici le response qui est de type any dans ce cas. Voilà, donc on est bon pour notre service. Petit oubli au-dessus, au niveau du signal fetch user, il faut qu'on rajoute un point .build pour qu'il n'y ait plus d'erreur de compilation. Maintenant, on peut faire une petite vérification et exécuter notre Angular CLI Server pour regarder que tout compile correctement. Voilà, donc on est bon. Maintenant qu'on a terminé notre service authentification, on va pouvoir passer à la partie affichage. Notre tâche, elle va consister à créer un header, comme c'est le cas sur Spotify avec avant-après et les boutons login et sign up. Comme ça, on pourra gérer l'authentification et afficher à notre utilisateur s'il est connecté ou pas. Pour ce faire, on va dans notre terminal, on va rajouter un composant dans layout que l'on va appeler header. Ce composant, on va l'ouvrir. On va commencer par la partie TS. On va commencer par implémenter onInit parce qu'on va en avoir besoin. On va aussi, pour ne pas l'oublier, importer le font awesome module parce qu'on va avoir besoin d'afficher des icônes ensuite côté template. On va avoir aussi besoin de l'off service, donc on va l'injecter. On va se créer un objet connected user pour pouvoir savoir quand l'utilisateur est connecté, qu'on va initialiser avec this off service.notConnected, et on va aussi injecter le service location. On va maintenant instancier un constructeur vide, on va écrire plutôt. Dans ce constructeur, on va faire effect, et dans cet effect, on va aller regarder si on reçoit une valeur du signal fetch user, si son statut est égal à OK. Alors, il y a une petite erreur dans le service. Ici, donc dans fetch user, il faut aller donc sur cette ligne et j'ai oublié les petites parenthèses. Voilà, parce que sinon on n'a pas accès à l'objet et au signal. Maintenant, je peux faire mon statut, donc j'ai bien mon if, et dans ce if, je vais faire un this.connectedUser, et je vais l'assigner, puisque tout est OK, à mon offService.fetchUser, avec les parenthèses, et je vais récupérer la value. Voilà, là on peut y aller, vu que de toute façon ça peut pas être undefined. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir écrire ma méthode login, qui va envoyer void, et qui va tout simplement appeler offService.login. Cette méthode, pour rappel, elle va juste rediriger mon utilisateur vers le backend pour que le backend le redirige vers auth0, ou l'authentifie, suivant le cas. On va écrire logout. Si tout simplement on fait un this.authService.logout. Et on va aussi écrire pour les deux petites flèches, donc le go backward, c'est pareil, c'est void. Et cette fois on fait juste this.location.back. Et pour le go forward, pareil, void. Et this.location.forward. Enfin, dernière petite chose, on va juste remonter un petit peu le ng-onInit. On va appeler offService.fetch pour récupérer les informations de notre utilisateur. Et on est bon pour notre service, pour notre composant, pardon. On peut maintenant passer à la partie HTML. Donc on va ouvrir le header component.html, on supprime tout ce qu'il y a dedans, et on va mettre une balise nav, qui va avoir un attribut classe, donc rounded top 2, navbar, sticky top, background dark, zindex 1 et padding 2. Dans cette navbar, on va avoir un autre div qui va avoir une classe container fluid, un autre div qui va avoir une classe
dflex, justify content between, align item center et une width de 100. Encore dans ce dernier, on va avoir un autre div qui va avoir une classe dflex et align item center. Dans ce div, on va avoir cette fois-ci un click. On va appeler go backward parce que ce div va nous servir pour afficher la flèche. Et il va avoir un attribut classe qui va contenir donc, margin end 2, rounded 5, border 1, bg black, router icon, dflex, align item center, justify content center, pardon. Et dans cette div, on va avoir notre fa icon qui va s'appeler chevron left avec une size de 2. Ensuite, un autre div qui va être cette fois-ci le forward, qui va appeler go, la méthode go forward, avec les mêmes classes, mis à part le margin end. Voilà, donc là on va copier tout simplement. Et ensuite, donc la fin icône qui s'appelle chevron right, qui a une size de 2. Ensuite ici, on va ouvrir un autre div. Dedans, il va y avoir un if. Et dans ce if, on va avoir un of service.isAuthenticated. Si c'est le cas, on va créer un autre div avec classe dflex, justify content center, align item center. À l'intérieur de ce div, on va avoir une classe over animation qui va contenir une balise A, qui va contenir un click avec juste login. Tout simplement une classe marginend 4. Et ce lien, ça va être sign up. Ensuite, on va avoir un autre lien avec un attribut, donc classe avec btn, bouton light et over animation. On va ajouter le click avec la méthode login et le texte de ce lien, ça va être login. Ensuite, au niveau du else, on va mettre, donc ça c'est si notre utilisateur il est connecté. S'il est connecté, on va avoir un bouton btn-light, over animation, avec une margin end de 2. Et au niveau du clic, cette fois-ci, on va appeler logout. Et ici, on va dire logout. En dessous, on va avoir un lien avec un if. Si l'utilisateur il a un avatar, alors on va l'afficher dans une balise IMG avec src. Donc on va faire un connected user.image URL. On va mettre un petit attribut alt. Donc user avatar classe. Là ça va être, on va avoir du width 35 et de la height 35 également. Si il n'a pas d'avatar, alors on va afficher une icône générique qui va s'appeler juste user avec une classe avatar-unknown. Voilà, on va rajouter un petit peu de CSS puisqu'il y a des classes qui ne sont pas des classes Bootstrap. Donc on a par exemple router icon où la font size elle est égale à 10 pixels. On a aussi ici la width qui va être égale à 30 pixels. La height c'est pareil. On va avoir du padding top à 2 pixels, le cursor pointer pour avoir le gant. On va avoir une classe avatar avec un border radius de 40 pixels et un avatar unknown avec un border radius de 40 pixels, une font size de 22 pixels, une width de 45 pixels, une height de 45 pixels également, padding top 4 pixels, text align center, vertical align center et background color, on va mettre white et color, ce sont des variables, donc il va falloir que je rajoute l'import de nos variables. Pour cela, il faut que je fasse sets/css et les variables comme ça, comme ceci. Ok, alors maintenant, si je vais du côté de mon navigateur, je devrais rafraîchir comme ceci, mais oui, rien ne s'affiche, c'est normal, puisqu'il faut que je rajoute mon header ici. Donc que je dise header de cette manière. Alors les icônes, elles s'affichent pas super bien parce qu'il faut qu'on les importe, ce qui a du sens. Donc c'était chevron left, chevron right. Et user.
Voilà, donc on a bien nos deux boutons, cool. Maintenant ici, on n'a pas le hover des boutons et celui-ci, il n'a pas le cursor pointer. Donc on va remédier à ça tout de suite, parce que j'ai oublié une classe CSS, on va faire hover animation hover, et on va rajouter transform scale 1.09. Voilà, donc là avec ça, on devrait avoir l'effet, voilà. Là on a bien l'effet avec le sign up. Ok. Maintenant, ce qu'on peut faire pour pas trop s'embêter, on va rajouter ici cursor pointer, et normalement, on devrait avoir ici le cursor avec le problème qui est réglé. On va pouvoir vérifier si le login marche. Avant ça, assurez-vous que au niveau de votre serveur, il tourne bien, votre backend. Donc si besoin, il faut le relancer. Maintenant, je vais cliquer sur login. Donc là, ça me redirige bien. J'ai pas de compte, donc je vais cliquer sur sign up. Je vais rentrer mes informations. Voilà. Je clique sur continue. J'accepte. Voilà. Ici, je suis bien connecté. Voilà, donc ça a fonctionné correctement. Maintenant, si je log out, il y a un petit problème. Alors, on a une petite typo du côté du backend, donc dans logout. Il y a client ID ici qui doit être client underscore ID. Donc on va redémarrer notre serveur, on va réessayer et cette fois on est bon. Donc si je reclique sur login, j'ai la fenêtre qui me demande de me connecter. Je vais quand même réessayer de me reconnecter une fois. Voilà, et là ça marche bien. Je me log out. Autre vérification qu'on va pouvoir faire, c'est vérifier dans une base de données locale que notre utilisateur est bien présent. Je peux aller dans mon Postgre et je peux faire View Data All Rows. Donc vous voyez bien que ici, j'ai bien mes infos. Maintenant, on va passer à la partie importation d'une chanson via un formulaire. On va commencer par créer notre modèle. Donc on se rend dans Service, Modèle, et on va créer song.model. On va commencer par créer une interface qui va s'appeler Title Value Object et qui va contenir value. Ça va être une string. Ensuite, on va avoir une autre interface qui va s'appeler Author Value Object et qui va aussi contenir une value. On va avoir encore une autre interface qui va s'appeler SongBase, qui va contenir tous les champs de base d'une chanson, à savoir le public ID, le titre, l'auteur. Alors, pardon, parce que le titre, c'est évidemment un title value object, et ça aussi, c'est l'auteur. Ensuite, on va faire notre interface qui va nous permettre de sauvegarder une chanson et qui va étendre SongBase. Cette interface, elle va avoir un file qui va être de type file. Elle va avoir un file content type qui va être de type string, une cover qui va être aussi de type file et une cover content type qui est aussi de type string. Voilà, on en rajoutera, mais pour le moment, on peut s'arrêter ici. On va passer maintenant à notre service. On se rend donc dans un terminal et on va créer un service en faisant nggs service/song. On ouvre le fichier service songservice.ts, on injecte notre HTTP client, on crée notre signal privé comme ceci, error response. Alors pourquoi je ne peux pas importer? Oui, parce que state, l'import est pas bon. Là, on va aller à la ligne et state.builder qui va être de type safesong HTTP error response for init.build. Ensuite, on va avoir notre add signal qui va être un computed de add. Donc this.add avec un $. On peut maintenant écrire notre service add qui va retourner void et on va faire un this.http.post de safesong. L'adresse, ça va être environment.api url /api/songs. On va devoir envoyer un form data qu'on va créer. On va le créer tout de suite au-dessus. D'ailleurs, add, il faut qu'il prenne en paramètre un safesong. On va créer notre form data, puisqu'en fait les données, on va les envoyer en mode multipart. On crée un nouveau form data. Juste vérifier que l'import, c'est bien le bon. Je pense que oui. Donc on fait un append, on va faire une première partie cover, où on va mettre le fichier donc, de couverture de notre song. Ensuite, on va mettre le fichier, son.file. Ici, je peux lui dire que de toute façon, ce ne sera pas undefined puisque la validation
on l'aura fait juste avant. Ensuite, on va devoir cloner notre objet. On va faire un structured clone de song. Parce qu'en fait, je vais enlever du clone les deux fichiers pour pouvoir envoyer le reste des informations en JSON. Je peux juste faire un formData.append avec la DTO et je vais envoyer le JSON en tant que chaîne de caractères. Voilà, ça j'ai mon formData. Maintenant, je peux souscrire et m'occuper des cas quand le serveur me renvoie ma saved song. Donc là, je vais juste faire un this.add.set et on va faire un state.builder de type saveSong, HTTP error response, et on va renvoyer la saveSong. Oui, parce que petite typo, c'est que c'est for success. Voilà. Le cas d'erreur, ça va être, on va copier cette ligne, on va dire for error et on va mettre une erreur comme ceci. On va aussi créer une méthode reset dans le but de pouvoir réinitialiser notre forme et le contenu du signal add state builder quand on va le désirer. SafeSong, HTTP error response, .forInit.build. Voilà, on est bon pour notre service. Maintenant, avant de passer à l'écriture de notre formulaire à proprement parler, il va falloir une manière de pouvoir notifier nos utilisateurs dans toute notre application de manière facile. Donc on va créer ce qu'on appelle un toast service qui va permettre d'afficher des notifications de n'importe où grâce justement à un simple service Angular. Alors, on se rend dans notre terminal, on rajoute un service qui va s'appeler toast, on lui rajoute un tableau qui va s'appeler toast info, qui va être un tableau qui va contenir justement nos notifications. Toast info, c'est une interface, donc on crée tout de suite le modèle, ça s'appelle toast-info.modèle. On écrit export interface toast info. Il va contenir deux choses, le body, son body et une class name. Maintenant, on peut l'importer et on va créer une méthode show qui va permettre de déclencher l'affichage de ce toast. Il va avoir deux paramètres qui vont être type et body. Donc type, il va avoir deux valeurs possibles, success ou danger, et type, il va nous permettre de décider de la class name. Donc on va dire que if type égale danger, alors la class name est égale à bg danger et text light. Sinon, class name sera égal à bg success et text light. Tout ce qu'on va utiliser en fait ici, c'est le toast service de ngBootstrap. Donc nous, ce qu'on fait, on écrit juste ici une méthode qui va nous permettre de rendre les choses beaucoup plus faciles. Mais sinon, on utilise tout simplement le toast de Bootstrap. Ensuite, on va rajouter un élément dans notre tableau. On va faire un toast.push de body. Ensuite, on va former notre objet qui va être toast info égale body et class name. Voilà, et ensuite on va juste faire un this.toast.push de toast info. Voilà, tout simplement. Maintenant qu'on a notre service, on va pouvoir se rendre dans notre app component. Dans un premier temps, on va aller dans le TS et on va injecter notre toast service comme ceci. Maintenant, on retourne dans l'HTML et on va rajouter une div ici avec une classe position absolute, zindex 2, margin top 3, toast container. On va faire un for. Ce for, il va itérer sur le tableau qui se trouve dans toast service. Voilà, et on va appeler notre ngb toast qui va avoir une classe qui va être égale à toast.className. On va juste fermer la balise pour avoir l'autocomplétion. Voilà. Ensuite, on va avoir le auto-hide qui va être égal à true. On va avoir delay qu'on va fixer à 1 seconde. Hidden, on va appeler toast service.remove. Toast, ça, on va devoir la créer. Et dedans, on va rajouter juste toast.body. On va créer cette méthode tout de suite. Ça, elle prend un toast. Et dedans, on va faire un this.toast est égal à this.toast.filter toast est différent de toast. Voilà.
Donc maintenant, je devrais pouvoir tester si mon toast marche en faisant un show hello toast. Voilà, donc essayons. Voilà, ça a bien marché. Il est juste pas super bien placé. Il faut qu'on rajoute au niveau du SCSS la classe toast container qui va contenir bottom 13% et right 35%. Voilà. Avec ça, normalement, il devrait s'afficher, voilà, hello toast. Petite typo ici également, c'est bien success. On va pouvoir maintenant passer à la partie création du formulaire à proprement parler. Dans un premier temps, on va créer notre composant, on va appeler add song, puis on va ouvrir donc le fichier .ts, on va faire un petit peu de vide. Au passage, on va, avant d'attaquer le code, on va créer une interface. Cette interface, elle va nous servir de validation pour notre formulaire. On va l'appeler add song form.model.ts. On va faire un export de type. On va appeler create song form content. Ce type, il a un title qui est de type form control avec un type string. Ensuite, on a auteur qui est pareil de type form control de type string. On a cover qui est un form control de type file ou nul et file qui est de type form control, pareil de type file ou nul. Maintenant, on passe à la création de notre formulaire côté code. On va d'abord importer Reactive form module. On va aussi avoir besoin de ngb alert module et de certaines icônes, donc on va importer aussi le font awesome module. On va créer un objet qui va s'appeler song to create, qui va nous servir donc d'objet qu'on va remplir au fur et à mesure que l'utilisateur il va remplir les différents champs. Là, donc pour le moment, ça va être un objet vide. On va utiliser le form builder. On peut le mettre d'ailleurs private, celui-ci, form builder, qu'on injecte. On va aussi avoir besoin du song service. On va avoir besoin aussi du routeur pour rediriger notre utilisateur une fois qu'il aura terminé d'ajouter sa chanson. Et enfin, on va avoir besoin du toast service. On va avoir besoin du toast service, on va voir juste après pourquoi il y a un problème. Et deux dernières variables, on va avoir besoin d'un est-ce qu'on est en mode création, c'est-à-dire on attend le retour du serveur, et est-ce que aussi on a besoin de savoir le flow status qui est de type flow status qu'on va créer dans un instant et qui va être égal à init. Du coup, c'est un type qu'on va créer au-dessus, type flow status, qui peut être soit de type init, soit de type validation file error, ou validation cover error, ou success, ou error. Alors effectivement, c'est parce que j'ai oublié ça. Voilà, là, on est bon. Je peux passer maintenant à la création de mon form. Public create form, qui est égal à form builder, point non nullable, point groupe. On va créer notre groupe. Ce groupe, il va être de type create song form content. Et ici, je vais pouvoir spécifier le nom de mes champs form. Et je vais pouvoir les instancier. La value, elle est comme ça. Le champ, il est non nullable, quoi qu'il en soit. Et le, ah oui, j'ai oublié ici, c'est non nullable. Et le validator, on en a ici. Et ce champ est required. Ensuite, on va juste copier les autres champs, puisque c'est les mêmes. Voilà, de toute façon, ils sont tous nullable. Si un des champs est nul, dans tous les cas, ça marche pas et on bloque la validation. Maintenant, on va passer à l'écriture de la méthode qui va être déclenchée lors de l'envoi du form. Cette méthode, on va l'appeler create. Elle va envoyer void. On va commencer par mettre le booléen is creating à true. Ensuite, on va faire quelques validations. On va regarder que song2create.file, si il est nul, alors on va afficher un message d'erreur générale. On va faire pareil pour le cover. Donc song2create.cover égal nul. Et pareil, on a un flow status qui a la bonne valeur. Ensuite, on va venir créer nos deux objets, nos deux value objects, qui sont de type title value object, donc value, et dedans, on va extraire le titre qui se trouve dans le form, value.title. On fait pareil pour l'auteur, value
this.createForm.value.author. On remplit donc maintenant les champs, donc title, avec les value objects qu'on a créés juste au-dessus, comme ceci. Et ensuite, on appelle notre service, donc le song service. On fait un add et on envoie le song to create. Voilà. Ensuite, il va nous falloir deux méthodes pour pouvoir gérer quand l'utilisateur il va venir uploader le fichier donc de chanson et le fichier de cover. Pour ce faire, on va créer une méthode privée qui va être générique entre les deux méthodes et on va venir extraire le fichier du champ upload. On va l'appeler extract file from target. L'argument c'est target qui est de type event target ou il peut être nul. Et cette méthode elle renvoie un objet file ou nul. On tape const html input target est égal à target as html input element. Si cette target elle est égale à nul ou si le html input target.file il est égal à nul, alors on retourne nul. Sinon, on retourne html input target.file et on retourne le premier fichier. Ensuite, on va s'occuper de la cover, donc onUpload cover, qui prend en argument un event target ou nul. Donc on crée le const cover qui va être égal à this.extract file from target. On lui passe en paramètre l'objet target et on vérifie que cover est bien différent de nul. Si c'est le cas, on peut mettre dans notre objet donc song to create cover égale cover et on fait pareil pour le content type pour connaître le type du fichier. On fait cover.type tout simplement. On va faire pareil pour, je vais copier-coller, on va faire pareil pour le file. Là c'est onUpload file, ça c'est file et ici c'est .file et là c'est file content type. Maintenant, on va remonter en haut de notre fichier et on va faire implémenter à notre composant onDestroy. On va implémenter ça, je vais descendre un petit peu. Et ici, on va appeler this.songService.reset. Le but de ça, c'est que quand le composant est détruit, on va réinitialiser le signal dans son état init. C'était le service qu'on avait écrit juste avant. Ensuite, on va créer un constructeur comme ceci et on va rajouter un effect dans ce dernier pour qu'on puisse réagir quand la song a été créée et qu'on a un retour du serveur. Donc, la première chose qu'on fait, on va remettre le isCreating à false, puisqu'en fait, ce booléen il va nous servir à afficher un petit icône de loading pour pouvoir signifier à notre utilisateur qu'il faut qu'il attende. Ensuite, on va faire un if song service.addSignal. Si le statut il est OK, je rafraîchis ma liste. Donc celui-là, on l'a pas encore. Donc pour le moment, je vais le commenter. On le décommentera plus tard. Ensuite, je vais appeler mon toast service avec un show et je vais donc marquer song created with success et c'est un toast de type success. Aussi, on va appeler le routeur et on va rediriger notre utilisateur vers la home, comme ceci. Si il y a eu une erreur, donc je vais tester song service signal. Si le statut il est égal à error, alors je vais afficher un toast de type danger cette fois-ci avec error occurred when creating song. Please try again. C'est de type danger. Voilà, on est bon pour le code de notre composant. Maintenant, on passe à l'HTML. Maintenant, on va se rendre dans le fichier app.route.ts où on va rajouter notre composant addSong dans le but de pouvoir l'afficher. Alors, on rajoute un objet comme ceci dans le tableau route avec un attribut pass. Le pass, ça va être /add-song et le composant, ça va être addSongComponent. Si on exécute, alors si c'est déjà fait, très bien, mais sinon vous pouvez réexécuter votre serveur.
On revient sur notre navigateur. Ah oui, donc, il faut juste enlever le slash. Voilà, et si j'appuie, j'ai bien Add Song Works. Très bien. Maintenant, on va ouvrir le HTML. On efface ce qu'on a ici et on crée notre première div avec notre classe flex colonne dflex et align item center. On crée un autre div avec un attribut classe avec une width pardon, de 75. On met un titre avec un attribut classe margin bottom 3 et un texte start. Et on met le titre add a song sans espace ici. Maintenant, on va pouvoir écrire notre forme. Donc form avec l'id create form ng submit. On va appeler la méthode create comme ceci et form group. Form group, notre forme s'appelle create form. À l'intérieur de ce form, on rajoute une div avec la classe donc form floating, un margin bottom de 3, des couleurs de texte secondary. Notre input, il va être de type texte, puisque c'est le title. Il va avoir un nom de classe form control qui vient de Bootstrap. On va lui mettre un ID title. On va aller à la ligne. Au niveau de la validation, on va faire un class.isValid. Et ça, la condition, c'est createForm.getTitle.valid. Voilà, ça va rajouter la classe isValid si ce champ est valide. Comme ça, on va pouvoir styliser, enfin Bootstrap va pouvoir styliser et signifier à l'utilisateur si c'est bon ou pas. Pour le isInvalid, c'est la même chose. On fait un get avec title et à l'intérieur un point dirty. Dirty, c'est si l'utilisateur a touché au champ ou pas. Ensuite, un create form.get encore title et maintenant on check si c'est invalide. Voilà, comme ceci. On va lui mettre aussi un placeholder title et le form control name qui est title. Voilà. Cet input, il a un label for title, title, et au niveau de notre validation, on va mettre un if createForm.get title.dirty et je vais le copier, ce sera plus rapide, .asError. L'error c'est donc required. Alors on affiche une div qui a une classe invalide feedback et donc il faut qu'on ferme ce div et dedans on va marquer title is required. Voilà pour le premier input title. On peut vérifier ici, voilà, on a bien notre titre et on a bien notre input qui marche correctement. On peut voir ici les icônes qui s'affichent bien avec la validation. Maintenant, pour le champ auteur, on va copier-coller ce qu'on a déjà fait, comme ceci, et on va renommer. Donc auteur, ici, auteur, comme ceci, auteur et auteur is required. Voilà, j'ai mon deuxième champ qui ne se valide pas très bien parce que le form control name n'était pas le bon. Voilà, là c'est bon. Maintenant, on peut passer au file. Alors celui-ci va être un petit peu différent car il est de type, donc l'ID c'est file et ici on va juste avoir, on va pas avoir de invalide, on va avoir un placeholder. Le form control name c'est file. On va avoir un accept qui va avoir .wave.mp3. Voilà, on va accepter les deux. Donc on a la classe valide et il faut qu'on appelle aussi change. Change et on va appeler upload file avec event.target. Voilà, on va formater un petit peu. Ici c'est file et file. Voilà, et le label, on va plutôt mettre mp3. La validation ici, le if, on n'en a pas besoin. Voilà, et on va reprendre ici le bloc, et ici on va mettre id cover, cover, file. Ici c'est cover, d'ailleurs là c'est file, là c'est cover, cover. Là les types, on va mettre JPEG, JPEG comme ceci, PNG et .SVG. Donc là on a bien ça, on a bien cover. Le change c'est on upload cover et non pas file. Et on devrait être
plutôt pas mal. On a bien nos champs ici, très bien. Il faut qu'on change ici le label MP3 pour cover. On a aussi une partie style qu'il va falloir qu'on rajoute ici pour corriger un petit défaut au niveau des champs upload. Donc on va mettre un petit padding, mettre un padding 9 pixels, 0, 0 et 10 comme ceci, et une 8 auto. Voilà. Et une fois qu'on a rajouté ce style, il faut qu'on le rajoute sur les deux fichiers, sur les deux champs de type fichier. Voilà, ici vous voyez, on a corrigé un petit peu cet endroit. Très bien. On peut attaquer maintenant la partie avec les boutons et la partie alerting. On va donc rajouter un div avec une classe dgrid, un bouton avec une classe bouton primary qui est disable si le form est invalide ou si on a une chanson en cours de création. Ce bouton il est de type submit et si on n'est pas en train de créer, on va juste mettre un div avec add, et si une chanson est en cours de création, alors on va mettre un div avec une classe dflex align item center justify content center avec une icône qui va s'appeler circle notch et une classe margin end 2 et une petite animation de type spin avec un petit div dans lequel on va marquer adding in progress avec 3 petits points. On va tout de suite rajouter, avant d'oublier, l'icône, donc dans FA circle notch, ça on n'oublie pas, dans notre fichier d'icônes. Maintenant, on peut passer à la partie, on peut valider dans notre navigateur, voilà, on a bien ça, donc si je remplis mes champs, voilà, j'ai bien mon add qui marche correctement, qui est bien désactivé. Maintenant, on va passer à la gestion des erreurs globales à notre formulaire. Par exemple, si c'est passé quelque chose d'anormal quand on a envoyé les informations au serveur. Alors, on rajoute un if comme ceci, et on va tester la variable flowStatus. Donc si flowStatus est égal à error, ou si flowStatus est égal à validation cover error, ou si elle est égale à validation file error, alors on va afficher une ngb alerte qui n'est pas donc dismissible, qui est de type danger et qui a une classe des flex align item center, justify content center et margin top 3. Cette ngb alerte, elle possède une icône font awesome avec une classe margin end 2, une icône circle x marque d'une size de x. Voilà, cette icône on va la rajouter tout de suite, c'est fa circle x marque, voilà, comme ceci. Ensuite, on va rajouter un div qui va contenir les différentes erreurs. Donc if le flow statut il est égal à validation cover error, dans ces cas-là, something is wrong with the cover. Pareil avec le file, with the mp3 file, et s'il y a une erreur générale, alors when create the song. Maintenant, on va tester rapidement que notre formulaire envoie les données au back-end, même si on n'a pas encore de endpoint. Alors, je vais me connecter comme ceci. Voilà, je vais dans Add Song, je vais rajouter une musique. Voilà, je vais ouvrir l'inspecteur, on va aller dans Network. Et quand je fais Add, donc évidemment j'ai un 404 parce que l'endpoint n'existe pas, mais on peut regarder le payload, donc j'ai bien du binary ici, et j'ai bien ma DTO avec mon JSON, avec les bons champs à chaque fois dans mon title, author, etc. Maintenant, on va se diriger du côté du back-end pour créer notre endpoint qui va nous créer notre song. Pour ce faire, dans un premier temps, on va devoir remplir et rajouter des méthodes à notre mapper. Donc on se rend dans le song mapper,
Et dans ce song mapper, on va rajouter une première méthode qui va nous renvoyer une song qu'on va appeler save song DTO to song et qui va prendre en entrée donc une save song DTO. Il y a deux champs qu'il va falloir qu'on ignore. Le premier, c'est ID et le second, le public ID, puisque de toute façon, ils ne sont pas présents dans le bin, enfin dans la DTO save song. Donc, il n'y a absolument aucun intérêt. Enfin, de toute façon, ce ne serait pas possible. Seconde méthode dont on va avoir besoin donc d'avoir une méthode qui nous renvoie une read song info DTO qui s'appelle song to read song info DTO et qui prend en paramètre une song. On a juste besoin d'un seul mapping ici, d'une seule annotation, avec une target qui est favorite, puisque cette partie-là, elle est chargée par une autre table. Ça c'est pareil, la partie favori c'est une autre table. Maintenant on va avoir besoin de petites méthodes qui vont mapper des champs qui sont internes, donc pour les value object exactement, donc ça va être, cette méthode elle va nous envoyer un song title value object qui s'appelle string to title value object, donc string title, et ça va nous retourner un new song title value object. Tout simplement, on va faire pareil pour les auteurs. Là, c'est song author value object, song author value object, song author, et enfin, pareil, mais dans l'autre sens. Donc cette fois-ci, ça renvoie une string, et là, c'est song title value object to string. Et ça prend en entrée une song title, tout simplement, et on renvoie title.value. Et on fait pareil pour auteur. Copier cette méthode. Song author value object, song author value object. Voilà, et author VO. On met ça, juste author. Voilà, notre mapper est OK. Maintenant, on va passer à la partie service. Donc, on crée une nouvelle classe Java qu'on va appeler Song Service dans le package application. On va la noter avec @service, comme ceci. Ce service, on va avoir besoin de notre mapper, donc Song Mapper. On va aussi avoir besoin du repository, donc private final song repository. On va avoir aussi besoin du song final song content repository. Et on va aussi avoir besoin du song content mapper. Je crée mon constructeur pour injecter ces 4 bins. Là, on va aller un petit peu à la ligne. Et il faut juste qu'on rajoute quelques méthodes dans le song content mapper. Alors, la première méthode, elle va renvoyer un song content DTO et elle va s'appeler song content to song content DTO. Et elle prend en paramètre une song content. Voilà. On va lui rajouter aussi la notation @mapping qui a comme source song.public_id et la target public id, comme ceci. La seconde méthode, elle va renvoyer un song content et elle va s'appeler save song DTO to song. Et elle va prendre en paramètre une save song comme ceci. Pour song content, c'est une table qui contient seulement les fichiers des songs. On fait ça dans le but de pouvoir les requêter de manière différente. C'est-à-dire qu'on a une table pour les informations, une table pour le contenu. Ça permet de seulement la requêter donc quand on a besoin de jouer la musique. Alors que d'un autre côté, on a l'autre besoin de pouvoir juste afficher les chansons. On revient dans notre service. On va créer maintenant notre méthode. C'est une méthode publique qui va renvoyer un read song info DTO qui s'appelle create et qui prend en paramètre une save song DTO. La première chose qu'on va faire, on va appeler notre song mapper et on va appeler la méthode save song DTO to song qui prend en paramètre save song DTO. Comme ça, on transforme directement notre DTO en entité. Cette entité, on va la persister directement grâce au song repository, ici en faisant un song, et on va créer à la volée une variable au passage, comme ça on aura les informations comme les ID et tout ce qui est généré par Hibernate. Ensuite on va faire de même pour le song content mapper, donc on va mapper
avec la méthode saveSongDTO to song. On va extraire les données binaires et on va faire un song content. Il faut que je crée la variable ici, song content, et on va faire un song content.set.setSong, song saved, voilà, comme ceci. Maintenant, au niveau de notre song content, je vais pouvoir appeler mon repository et faire un save de mon entité. Enfin, je peux faire, ici je vais recréer ma variable, quoique non, j'en ai pas besoin, je peux juste faire le return directement avec mon song mapper.song to read song info DTO. Et je renvoie la song saved. Voilà pour notre service. Maintenant, je peux passer à la partie endpoint et on va créer un package dans catalogue contexte qu'on va appeler présentation. Et dans ce package, on va créer une classe Java Song Resource. Cette classe resource, on va la noter @rest controller et @request mapping avec comme argument à l'intérieur /API. On va avoir besoin dans ce service du song service, dans cette ressource, pardon. On va avoir besoin du song service. On va avoir besoin aussi de notre validator, comme ceci. On va avoir besoin également du user service. Et on va avoir besoin de notre object mapper qui va nous permettre de désérialiser notre JSON. Ici, donc on va faire un new object mapper comme ceci. Avec ça, je vais créer un constructeur. Alors, je vais avoir besoin que de song. Voilà, je vais avoir besoin de ça. Très bien. Ma méthode, elle va être publique. Elle va envoyer une response entity de read song info DTO. Elle s'appelle add. On va la noter @post mapping avec comme value /songs et elle va consume mediatype.multipart form data value. Comme argument, on va avoir un multipart file cover, un multipart file qui va s'appeler file et une chaîne de caractères qui va représenter notre DTO, notre saveSong DTO en string. Il va juste falloir rajouter des petites annotations. Donc ça, c'est @request part pour que Spring puisse reconnaître les différentes parties du form multipart. On va aussi avoir la request part name file. On va passer ça à la ligne. Pareil pour cette partie ici, name, et cette partie s'appelle DTO. Et potentiellement, ça peut throw IO exception. Dans le corps de notre méthode, la première chose qu'on va faire, on va désérialiser notre JSON en faisant, on va faire un read value, save song, et on veut le sérialiser en save song DTO.class, comme ceci. On va créer une variable. Ensuite, cette variable, on va devoir lui rajouter les infos. Donc on va devoir la recréer. Les informations, donc cover et file. Donc on va faire de cette manière, on va faire save song. Alors, petite typo ici, le save song DTO, il faut l'appeler title, parce que si on va avoir un problème de mapping. Si on va continuer, on va mettre save song author, c'est pareil. Celui-ci, il faut qu'il s'appelle author. Ensuite, on va avoir un cover.getByte, cover.getContentType, exactement. Ensuite, on va avoir un file.getByte et file.getContentType. Maintenant qu'on a reconstitué notre objet, on va valider ces champs. On va faire de la manière suivante. On va appeler notre validateur avec la méthode validate et on va lui passer notre saveSong DTO. On va créer une variable locale. On va dire que si il y a des violations, on va le rappeler violation, si ce set n'est pas vide, alors on va créer une string avec l'ensemble des erreurs qu'il y a donc dans cet objet. On va faire un violation.stream.map de violation et de violation.getPropertyPass plus violation.getMessage pour avoir les infos. Et ensuite, on va faire un collect.joining, comme ceci.
ça, on peut le passer à la ligne, et ça aussi, pour plus de clarté. Ensuite, on va créer un problème detail qui va s'appeler validation issue, et notre problème detail, on va le générer de la manière suivante: for status and detail. On va envoyer http status.badRequest, et dedans, on va marquer validation errors for the fields. On va passer la string qu'on a construit juste au-dessus de cette manière, et on va retourner donc une response entity of validation issue.build. Voilà, comme ça on a géré nos cas d'erreur comme il faut. Enfin, le cas passant, le plus facile, on va faire un response entity.ok, et dedans on va appeler notre service.create avec notre objet qu'on a créé au-dessus. Voilà, on est bon pour notre endpoint. Sauf que il y a quelques petites typos, donc il va falloir qu'on se rende dans song.java. Ici, il y a un public ID qui est comme ceci. Donc, il va falloir refactorer un petit peu. Public ID comme ceci. Si j'essaye de recompiler, et dans song, il y a aussi le fait que cover, ça doit être un tableau de bytes. Ouais, il faut aussi corriger les setters et les getters. Voilà, de cette manière, c'est bon. Deux petites choses supplémentaires qui vont nous empêcher d'ajouter des songs. La première, il va falloir qu'on se rende dans song.java et qu'on rajoute la notation @lob pour que ça marche correctement. Ensuite, il va falloir qu'on se rende également dans song service pour pouvoir activer les transactions dans les méthodes de notre service. Une fois qu'on a fait ça, on peut reloader notre serveur. On peut se rendre du côté de notre front. Normalement, on appuie sur ajouter, et normalement, on doit avoir le toast song created success. Ce qu'on peut faire pour valider et être sûr, on peut refresh ici et aller donc dans Postgre et regarder au niveau de notre song ici, de notre table song. Voilà, ici on a bien lignes qui ont été rajoutées. On peut aussi aller jeter un petit coup d'œil dans Song Content pour regarder. Et on a bien ici nos fichiers qui sont bien présents. Maintenant, on va rester du côté de notre back-end et on va créer la partie endpoint pour pouvoir récupérer toutes les songs dans le but derrière de les afficher dans notre front. On repart dans notre song service. On va faire un petit peu de vide comme ceci. On crée notre méthode, qui est une méthode publique et qui va renvoyer une liste de read song info DTO. Donc on importe, on l'appelle getAll, elle ne prend rien en paramètre. On va juste lui rajouter une petite annotation @transactional pour lui dire que c'est une transaction qui est en read-only. On appelle notre song repository avec la méthode findAll. On fait une stream, on va encore à la ligne, on fait un map, on utilise notre song mapper, la méthode song to read song info DTO, et on appelle ensuite toList pour pouvoir avoir tout simplement une liste. On peut faire un return comme ceci, et on a notre service. Ensuite, on va du côté de la ressource, donc du endpoint. On écrit une nouvelle méthode qui est publique et qui va renvoyer une response entity de list de song content. On importe list et on l'appelle getAll. Elle ne prend rien en paramètre et on retourne tout simplement response entity.ok song service.getAll. Ah oui, c'est read, pardon, c'est read song info DTO. On rajoute la notation getMapping avec l'adresse qui va être /songs, et notre endpoint est bon.
on vérifie quand même que ça compile. Voilà, que notre serveur tourne correctement. Et on peut maintenant passer à la partie front. Pour notre front, on va commencer par écrire la partie service. Donc, on a besoin d'abord de modifier un petit peu notre modèle. Donc, on va se rendre dans Song Model. On va rajouter une interface qui s'appelle readSong et qui extend SongBase. Cette interface, elle a une cover qui va être de type string. On va avoir un cover content type qui est pareil de type string. Un booléen favorite, ça ce sera un petit peu pour plus tard. Et un champ display play, c'est pareil, ça on va en reparler. Voilà pour notre interface. Maintenant, on peut se rendre dans le song service. On va créer notre signal qu'on va appeler getAll, qui va être un writable signal, qui va être de type state, de type array de read song, de type http error. Voilà, on va instancier maintenant notre signal comme ceci. On va aller à la ligne et on va lui donner un state.builder qui est de type array de read song de http error response.forInit.build. Voilà, on crée un deuxième signal, cette fois-ci public, qui lui va être instancié grâce à computed, et on va se servir du get du signal privé. Voilà, comme ceci. On peut maintenant écrire notre service. Ici, donc getAll, ça va renvoyer void, et on appelle notre client HTTP en faisant un get de type array de read song, comme ceci. Get, on prend en paramètre donc une URL, environnement.api URL, /API/song. Ensuite, on va souscrire à cet observable. En next, donc quand ça se passe bien, il va nous renvoyer un tableau de song. Et nous, on va juste faire un set sur notre signal privé et lui passer la state de array de read song avec l'objet song à l'intérieur. Alors, pas tout à fait comme ça, point success, comme ceci. Si il y a une erreur, dans ces cas-là, on va notifier le signal en faisant un set de la même chose, sauf que on va appeler cette fois-ci for error, comme ceci, en lui passant en paramètre error. Voilà. On est bon pour notre service. On enchaîne avec la création de deux composants qui vont être le premier qu'on crée avec NGGC, ça va être home, et le second, ça va être song card qu'on va créer à l'intérieur de home. Ça va nous permettre d'afficher en fait les petites cartes de chaque chanson. Donc on crée ça. Ensuite, on va se rendre dans appconfig et ici on va activer les animations puisqu'on va en avoir besoin pour animer le petit bouton play. Une fois qu'on a fait ça, on se rend dans le app.route et on va rendre routable notre composant home. Donc vu que c'est le composant home, ça va être path vide, c'est-à-dire racine. Le component, il s'appelle home component, une petite virgule ici, comme ceci. On devrait pouvoir avoir quelque chose, voilà, homeworks, très bien. On va ouvrir le fichier home component.ts. On va importer le font awesome module, le song card component, et ce sera tout pour le moment. Au niveau des injections, on va avoir besoin du song service et on va avoir besoin également du toast service. On va également avoir besoin d'une variable all songs qui va contenir toutes les songs et cette variable, on va s'en servir pour itérer dessus et afficher les petites cartes. Donc, c'est un array de read song qui peut être évidemment undefined. Pour le moment, on va implémenter onInit comme ceci et on va faire un this.songService.getAll. On va également écrire un constructeur avec effect dedans où on va récupérer le signal qui se trouve dans le song service. Celui-ci, d'ailleurs, j'ai une petite typo ici.
Voilà, on va récupérer donc l'objet qui est dedans. Voilà, qu'on va appeler all songs response, une const. Donc si all songs response contient OK. Alors j'ai juste à assigner ma liste aux valeurs qui se trouvent dans cet objet. Sinon, donc je teste quand même le statut erreur. Je vais appeler le toast service pour montrer à mon utilisateur qu'il y a eu un problème technique. An error occurred when fetching all songs. Et ça, c'est du danger. Maintenant, on devrait être capable on devrait faire la requête. Donc, je peux passer du côté de mon HTML, comme ceci. J'efface tout ce qu'il y a dans mon composant et je vais créer une première balise h1 qui va avoir une classe, donc un attribut margin bottom 3 et margin top 3. Je vais marquer donc good morning et je vais avoir une div avec une classe des flex et flex wrap. Dans ce div, il va y avoir le for, donc qui va être song of all song, track by public ID. Et celui-ci, ça va être notre app song card, qui va avoir donc une classe card, song card background, margin top 0, margin bottom 4, margin start 0, margin end 4. Voilà, il va avoir comme input song, je vais lui donner la song comme ceci, et c'est tout pour le moment. On va juste fermer comme ceci notre balise, et on est bon pour notre home component. Il faut qu'on rajoute un petit peu de style, donc on va se rendre dans le home component.scss, où on va tout d'abord importer notre bootstrap variable file, comme ceci, avec assets slash scss slash bootstrap variable. On va rajouter une classe card qui va avoir donc flex basis de 14%, flex grow 0, max width 200 px et cursor pointer. On va également avoir une série de queries médias pour gérer et faire en sorte que ce soit un petit peu responsive. Max width 1100 pixels. Pour card, on a un flex basis de 21%. Ensuite, on va avoir un Orbase Media de min width à 1400 px. Et pareil, card, le flex basis va être à 12%. Enfin, dernière query, on va avoir un min width de 1850 pixels avec une classe card qui a un flex basis de 14%. Très bien. On va pouvoir passer à l'écriture de la partie SongCard. Alors, on va faire un petit peu de vide ici. On va ouvrir le fichier SongCard. Au niveau des imports, on va avoir besoin de font awesome module. Et ici, on va avoir besoin d'une petite animation. L'animation, ça va être pour pouvoir animer le petit play, comme vous pouvez voir ici. Donc on va essayer de garder le même comportement. Alors, on va commencer par écrire un trigger, comme ceci, faire un petit import. Le nom, c'est in-out animation, et ce trigger, il a une définition. Alors, on a une transition, on va importer ça. La transition, c'est $hunter. Le style, ça va être transform, translate, y de 10 pixels, comme ceci, avec un argument de opacity à 0. Voilà, on ferme l'objet et comme ceci. Ensuite, on va faire un animate qui prend en paramètre le timing, qui est de 0.2 secondes de type isOut. On va avoir dedans le style qui va être transform et qui va être du même type que celui-ci. Sauf que ce sera de 0. Voilà. Et ici, l'opacité va passer à 1. Ensuite, on va avoir une deuxième transition qui va être celle de sortie, leave. Alors, je vais tout simplement la copier. Voilà. Leave, et cette fois-ci c'est 0, là c'est 10, et ici c'est isIn. Et l'opacité, elle est inversée. Voilà, on a notre animation, on va voir comment l'utiliser juste ensuite.
Au niveau de notre composant, on va pouvoir implémenter onInit. Également, on va créer notre input en mode signal. Ça va être input.required de type read song. On va devoir importer un peu tout ça et on va devoir aussi importer input comme ceci avec des petites parenthèses. On va créer un objet song display puisqu'il va nous falloir modifier la state et pour le moment, c'est pas possible de le faire avec des signaux. On va faire favorite, false et display play false pour le moment. Dans le ng onInit, on va faire un this.song display égale this.song comme ceci et on va créer la méthode onOverPlay pour montrer l'icône d'animation qui va prendre en paramètre un booléen. Comme ceci, j'ai oublié de mettre deux points void. Et donc ça va être, il va falloir assigner donc song.displayPlay égale à display icon. Et pour le moment, c'est tout ce dont on a besoin. On va maintenant se rendre dans la partie HTML. On efface donc le contenu et on va créer une première div. Cette première div, elle va avoir un mouse over qui va appeler onOverPlay à true. On va avoir un deuxième événement qu'on va essayer d'écouter qui va s'appeler onMouseLeave, onOverPlay et qui va passer false. Dans ce div, il va y avoir évidemment un autre div qui va avoir une classe cardBody. Dans ce div, on va avoir une balise image qui va avoir un attribut classe avec card img-top et card img bottom. Ensuite, src qui va être donc la cover. Alors comme ceci, on va faire un data song display.cover content type plus base 64 plus song display.cover. C'est parce qu'en fait l'image elle nous arrive en base 64 donc on l'affiche comme telle. Et on va mettre alt cover comme ceci. Ensuite on va avoir une balise h5 qui va contenir classe title et margin top 3. Dedans il va y avoir donc le titre de la chanson, donc un title.value. Ensuite, on va faire une balise P avec un attribut author et dedans, on va marquer le nom de l'auteur, .value, comme ceci. Enfin, on va gérer donc notre animation avec un if song display.displayPlay, un div avec une classe play, position absolute, des flex, align item center. On déclare qu'il faut que ce soit ce div qui est l'animation, donc in-out animation. Dans ce div, on va placer l'icône play avec une classe texte pour qu'elle soit verte et le nom de l'icône qui va être circle play. Voilà, comme ceci. Je vais importer cette... Ah, elle est déjà importée, donc ça c'est bon. Maintenant, il faut faire un petit peu de CSS. Je vais importer le fichier assets, bootstrap variable, comme ceci. On va avoir title et la classe auteur qui vont avoir un texte overflow en ellipsis, whitespace novrap et overflow hidden. On va avoir aussi une classe play et font awesome icon avec une font size de 45 pixels et ensuite une classe play qui va contenir donc bottom 105 px, right 32 px, border radius 50 px, background color dark, border style none, width 35 px et height 35 px. Normalement, on devrait pouvoir aller dans notre navigateur et on devrait avoir cet affichage. Alors, il y a quand même un petit problème au niveau du over, puisqu'il n'est pas présent. C'est tout simplement parce que ici, il faut qu'on rajoute une classe SongCardBackground avec un cursor pointer, un background color à card inactive background et ensuite on va gérer le over comme ça, comme ceci. Background color card over background border radius card border radius. Voilà, comme ceci. Là, on devrait avoir un affichage voilà, plus proche. Et on a bien la bonne animation.
Maintenant, on va passer à la partie librairie. Donc librairie, c'est la partie de gauche où on va venir lister les songs. Pour ce faire, on va créer un composant réutilisable, donc avec ngGC, dans le dossier shared, qu'on va appeler small song card. Comme son nom l'indique, il va juste contenir une petite carte avec les infos, la petite couverture, le titre et l'auteur de la carte, de la musique, pardon. Une fois qu'on a fait ça, donc ça on va y revenir, on va dans librairie component.ts. Ici, on va corriger ces auteurs modules et on va aussi importer small song card. Ensuite, on implémente onInit dans ce composant. On injecte notre song service. On crée un tableau de read song qui est vide. Dans le ng onInit, on va créer une méthode fetch song qui va être chargée d'appeler notre service, donc getAll. Et ensuite, on va créer un constructeur avec effect. On va attendre le retour du service getAll. Donc on va faire if this.songService, le signal du getAll. Si son statut est égal à OK, alors on va assigner le tableau qu'on a créé au-dessus à la valeur qui se trouve dans le signal, .value. Voilà, comme ceci. Maintenant, on peut passer à la partie HTML. Et dans cette partie, donc on avait déjà fait une première, on avait déjà fait le header. On va rajouter une div avec des flex colonne, rounded bottom 2, librairie height, overflow scroll, bg dark et padding 2. Dans ce div, on va avoir notre for qui vont être song of songs et track by song.publicID. Dans ce for, on va recréer une div avec une classe, des classes margin top 1 et librairie song card et padding 1. Ensuite, on va ici rajouter notre app small song card. Elle a donc un input song et c'est tout pour le moment. On passe donc ensuite à l'app small song card. On crée notre input, donc input de type read song, et ensuite on peut directement aller dans son template où on efface ce qu'il y a déjà. On crée un div avec une classe deflex et width 100. Dans ce div, on va mettre une balise image avec une classe rounded2, une width de 55 pixels et une height de 55 pixels. Une SRC qui possède donc data plus le content type avec la base 64 de notre cover, song.cover. Comme ceci. Ensuite, on va mettre un autre div avec une classe flex flex colonne justify content center et margin start 2. Dans ce div, on va mettre le premier div qui va contenir le titre avec une classe margin bottom 1, la classe title et ensuite song.title.value. Deuxième div en dessous, celui-ci va juste contenir auteur, pas besoin de margin bottom et on va avoir un auteur directement comme ça. Ici, il va falloir qu'on rajoute un petit peu de CSS. On va d'abord importer nos variables comme ceci. On va avoir librairie 8 qui va contenir 8 et librairie 8. Ensuite, librairie songs avec un overflow Y, scroll. Un librairie song card et un cursor pointer. Et une librairie song card over avec un background color card over background et border radius card border radius. Regardons un petit peu ce que ça donne côté navigateur. Alors, on a bien ce qu'il nous faut. Par contre, il y a un petit défaut au niveau du auteur. C'est parce que cette classe est réutilisée à plusieurs endroits, donc il faut la mettre dans le style.scss.color, c'est secondary, et font size small. Voilà, on a plus l'effet qui ressemble à Spotify. On va passer maintenant à la partie player et on commence par le backend.
On va se rendre dans le Song Content Repository et on va rajouter une méthode optional song content find one by song public ID qui prend en paramètre un UUID public ID. On passe maintenant à notre service. Donc on se rend dans le song service et on va rajouter une méthode public optional qui va envoyer un song content DTO et qui va s'appeler get one by public ID et qui prend en paramètre un UUID. On appelle notre repository avec la méthode qu'on vient juste de créer, on lui passe en paramètre le public ID. On crée une variable locale de set optional song by public ID et ensuite on va retourner un song by public ID qu'on va mapper avec notre song mapper. C'est le song content mapper. Song content DTO. On a notre service. On peut donc passer à la création de notre endpoint. L'endpoint, il va être donc public. Il va renvoyer une response entity de song content DTO. Il va s'appeler get one by public ID. Il va avoir en paramètre un request param qui va être de type UUID et qui va s'appeler public ID. On va la noter avec un arrobase get mapping et l'adresse de ce endpoint, ça va être songs/get content. Voilà, ensuite, on va appeler notre song service avec la méthode qu'on a juste créée. Ensuite, on crée la locale variable qui est un optional. La renommée, c'est song content by public ID. Et on va retourner un song content.map de response entity OK. Sinon, on va faire un else get de response entity et on va renvoyer un problème detail. On va aller à la ligne pour que ce soit plus clair avec un http statut.badRequest avec un détail de, on va marquer UUID unknown. Alors, oui, c'est parce que j'ai oublié le point build. Voilà, notre endpoint est complet. Maintenant, on passe à l'implémentation de notre player côté front. Dans un premier temps, on va rajouter une dépendance qui va nous permettre de lire de la musique dans un navigateur. Pour ce faire, on fait npm install howler. C'est une librairie JavaScript qui permet de lire de la musique. On rajoute également les types pour avoir l'autocomplétion en JavaScript, donc howler, et on fait un "-save dependency pour les rajouter dans les dépendances de dev. Une fois le tout effectué, on peut aller dans song model.ts où on va rajouter une nouvelle interface. Cette interface, on va l'appeler song content. Elle va étendre read song et elle va contenir un file de type string et un file content type de type string également. Content type. Ensuite, on passe sur notre service. On va donc en créer un nouveau dans notre terminal. Donc on fait nggs et on va créer service/song content. Ensuite, on ouvre notre service, on injecte le client HTTP et on va créer un premier signal qui va s'appeler queue2play, qui est un writable signal qui va contenir un array de read song et qui va être égal à un signal avec un tableau vide à l'intérieur. On crée le signal public grâce à computed. On fait un this.queue2play. Ensuite, on va créer un deuxième signal qui va s'appeler play et qui va être de type state de song content de HTTP error response. Celui-ci, il va nous servir à récupérer le contenu d'une musique avant de l'écouter. On fait state.builder content HTTP error response for init.build. Ensuite, notre signal public, le play new song, on va appeler computed avec à l'intérieur play. Donc ce signal, il va nous servir en fait à maintenir une file d'attente et chaque musique va passer dans ce signal. Ce signal-là va contenir la file d'attente de song et ce signal-là
va contenir la song courante. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir créer notre méthode qui va créer cette file d'attente. Donc on va faire un create new queue avec en paramètre first song qui est de type read song et en deuxième paramètre songs to play, qui est un arrêt de read song. Ça envoie void. En premier, on va extraire la first song de notre tableau song to play. Donc on va faire song to play.filter song et on va dire song.publicID doit être différent de first song.publicID. Ensuite, on va faire un if on trouve song to play, alors on fait un song to play.unshift de first song. Ce que ça va faire, ça, c'est que ça va mettre la first song à l'avant du tableau. Ensuite, on a juste à faire this.queueToPlay.set et on envoie le tableau dans le signal. Ensuite, méthode suivante. On va faire la méthode pour, à chaque fois que l'utilisateur change de musique, on va aller récupérer son contenu. On va l'appeler fetch next song, song to play, qui est de type song content, qui envoie void. On va créer un query param, donc new http param.set public id, et la value c'est songtoplay.public id. Ensuite, on va faire notre appel get, donc environnement.api url /api/songs /get-content. Et on rajoute param query param. Ensuite, on peut subscribe en marquant, donc on va gérer le cas next. Ça va nous renvoyer un song content. Et dans ce next, on va faire un this.map_read song to song content. Cette méthode, on va la créer. Elle va prendre en paramètre song content et song to play. Et ensuite, on aura juste à envoyer la song content dans le signal grâce au state builder. Donc celui-là, il va être de type song content, http error response for success et song content.build. Il faut juste que ici, je spécifie dans get song content. Et en cas d'erreur, je vais faire un this.play.set et je vais refaire la même chose ici. Sauf que je vais passer error en paramètre. On va maintenant écrire notre méthode map. Voilà, notre méthode map, elle va juste transférer les champs d'un objet à un autre. Donc de song content, enfin plutôt de song to play à song. Alors ici c'est read song et on va faire song to play.cover song content.cover content type song to play.cover content type song content.title égale à song to play.title song content.author est égal à song to play.author song content.favorite est égal à song to play.favorite. On est bon pour notre service. Maintenant, on passe à la création de notre player. On passe dans notre terminal et on crée notre composant dans layout/player. Une fois que c'est fait, on va dans appcomponent.html et on va le rajouter directement. On rajoute une balise footer et dans ce footer, on rajoute appplayer et on lui rajoute juste une classe width 100%. Voilà, maintenant si on revient, on a bien player works. Très bien. On se dirige maintenant dans player component.ts. Au niveau des imports, on va avoir le font awesome module, on va avoir le form module, on va avoir le small song card component et pour le moment, c'est tout. On va injecter le song content service. On va avoir besoin d'une variable current song qui va être de type song content ou undefined et pour le moment elle va être undefined. On va avoir besoin d'une instance de notre player qui va être current all instance undefined. On va importer. Alors l'import, on va le faire de manière manuelle. On va faire import all from aller. On va avoir besoin aussi d'un booléen is playing qui va être false pour le moment. On va avoir besoin du current volume qui par défaut va être à 0.5. On va aussi avoir un booléen is muted. Et ensuite, on va avoir
deux tableaux différents. Un premier qui va s'appeler next queue, qui va être de type array song content, et qui va être un tableau vide, et un autre tableau previous queue, qui est pareil, un array de song content, et qui est pour le moment vide. Ces deux tableaux, ils vont nous aider à gérer le avant-après avec le bouton, les boutons forward and backward. Ensuite, au niveau de notre constructeur, on va avoir un premier effect qui va consommer la file d'attente. Donc on va faire new queue et qui va écouter donc un song content service.queue to play. On regarde si la new queue elle a une length supérieure à 0. Et si c'est le cas, on va appeler une méthode onNewQueue qu'on va créer tout de suite. Et comme ça, on va pouvoir créer notre file d'attente dans cette méthode. Dans cette méthode, on va enregistrer dans cette classe la state de la nouvelle queue et on va appeler une méthode qui va s'appeler this.play next song in queue. Puisque quand on a créé une nouvelle file d'attente, on veut lire la première song de cette queue. On ajoute void. Cette méthode, elle va avoir un if this.nextQueue.length est supérieur à 0, alors on passe le booléen isPlaying à false. If this.currentSong, alors on va mettre dans la file d'attente previous, en premier, on va mettre la chanson courante. Ensuite, on va prendre la chanson suivante, next queue, et donc du tableau next queue, et on va l'envoyer dans le song content service pour qu'elle soit récupérée et écoutée. Voilà pour cet effect. Ensuite, on va avoir un deuxième effect qui, lui, va écouter là quand il y a une nouvelle chanson à passer en lecture. Donc on va faire un if this.songContentService.play new song.statut égale OK. Là, on va appeler directement this.onNextSong. On a cette méthode, on l'a créée. Et cette méthode, elle va extraire la chanson courante du signal. Et on va créer une nouvelle instance du player. Donc new all instance égale à new all. Au niveau des options, on va voir src qui est un tableau. Et là, on va lui donner donc data, on va lui donner les données de la musique. Et ça va être donc this.currentsong.fileContentType. Ensuite, base 64, 6.currentsong.file et c'est tout. Ensuite, on va avoir un volume. Là, on a juste à lui passer la variable currentVolume. On va avoir une méthode onPlay. On va appeler notre propre méthode. On va la créer juste après. OnPlay. On va avoir onPause. This.onPause. On va avoir onEnd. This.onEnd. Et c'est tout pour la configuration de cette instance. Ensuite, si une instance de Owl est déjà présente, alors on la stop. La nouvelle instance, on fait play et on remplace la current instance, l'ancienne, par la nouvelle. Ensuite, on va créer notre méthode onPlay qui va passer le booléen isPlaying à true. On va écrire onPause qui va passer isPlaying à false et onEnd qui va appeler play next song in queue et qui va passer le booléen isPlaying à false. Ensuite, on va aussi gérer les boutons forward backward. Donc on va créer une méthode onForward qui va appeler play next song in queue et onBackward qui va faire donc un if s'il y a quelque chose dans la queue. Alors on va passer isPlaying à false. On va regarder s'il y a une chanson courante et si c'est le cas, on va la faire passer en premier dans la next queue. Et on va dépiler la previous song dans la file d'attente previous.shift. Maintenant qu'on l'a extraite, on va l'envoyer vers le service. Fetch next song previous song. Autre méthode, on va avoir pause. Si il y a une instance de all, alors on va appeler la méthode pause tout simplement. Et pour play, si
il y a une instance de all, alors on appelle play. En ce qui concerne la méthode mute, donc elle renvoie void aussi. Si il existe une instance de all, alors on va appeler this.isMuted, on va l'inverser, on va inverser le booléen, on va appeler mute sur l'instance de all, et si muted isMuted est égal à true, alors le current volume doit être égal à 0, sinon le current volume doit passer à 0,5 et on doit passer ce niveau de volume à all. This current volume. Ensuite, dernière méthode, on va avoir la all volume change, qui va prendre un paramètre, un new volume, de type number, qui envoie void, et qui va donc diviser current volume, qui va diviser plutôt new volume par 100, parce que ça on le verra plus tard, c'est à cause du range, donc de l'input. Si on a une instance de all, alors le volume doit être de this.current volume. Si le current volume est égal à 0, alors isMuted est égal à true, et le player, l'instance de all, doit passer à mute. Sinon, si on est déjà muté, alors mute doit être égal à false, et on doit enlever le mute du player. Voilà pour la partie du player. Passons maintenant à la partie template. On ouvre le HTML, on crée une première div qui va contenir donc des flex, justify content between, align, item, center, player, bg, black. Ensuite, à l'intérieur de ce div, on va avoir un autre div avec une classe SongPlayed, des flex, align, item, center. Ici, on va afficher la musique courante, donc if current song. Alors, on va appeler notre small song card. On va lui passer en paramètre song et la current song. On va regarder ce que ça donne ici. Donc ici, évidemment, il n'y a rien qui s'affiche, puisqu'on n'a pas encore de song qui est chargé. On rajoute un autre div, ici, avec la classe donc dFlex, justify content center et align item center. On rajoute une icône ici, qui va avoir une classe control. Le nom de l'icône, ça va être backward step, et on va appeler la méthode backward lors du clic. Si le player est en train de jouer une musique, alors on affiche l'icône de pause qui va avoir une classe mx4 play icon. Au clic, on appelle pause et le nom de l'icône c'est circle pause. Si ce n'est pas le cas, on va copier cette ligne, on appelle play et le nom de l'icône c'est circle play. Enfin, on récupère ça, celui-ci c'est forward et on click c'est on forward. Ensuite, on va avoir un div avec une classe dFlex, justify content between, align, item center et volume. Dans ce div, on va avoir un autre div qui va s'appeler volume-icon. Avec au clic, on va appeler onMute. Si isMuted ou le current volume est égal à 0, alors on va afficher une icône de volume mute. Sinon, si le current volume est plus petit que 0,3, alors on va afficher volume low. Sinon, si current volume est supérieur ou égal à 1, alors on va afficher volume high. Enfin, on va avoir ici un input de type range avec une classe form range, margin start 2, qui va avoir un ng model, ça va être current volume fois 100, et on va avoir un ng model change qui va appeler on volume change avec $event à l'intérieur. Voilà, maintenant si on va là-dessus, alors il faut effectivement il manque du CSS et il faut aussi aller importer les icônes. Donc on a FA backward step, FA forward step, ensuite
On a Circle Play est déjà présent, Circle Pause, Volume Mute, Volume Low, Volume High, et je pense que c'est suffisant. Voilà. Ensuite, on va passer au CSS. Le CSS, on va importer la feuille Assets, comme ceci. On va avoir une classe Player avec un margin left de 14 px, un margin right de 12 px, un margin bottom de 9 px, une 8 de footer 8. À l'intérieur, on va avoir un control avec une font size de 25 pixels, une color secondary. On va avoir ensuite control, mais la version over, qui sera white. On va avoir une classe play icon avec une font size de 33 px et une couleur white et un cursor pointer. On va également avoir le play icon, mais la version over, qui va faire un transform scale 1.09. On va avoir aussi volume, qui va avoir une width de 130 px, volume icon, qui va avoir un enfant fa icon, avec une width de 30 px et une font size de 17 px. On a également un form range, avec une width de 100 px. Enfin, on va avoir une song played, avec une width de 250 px. Voilà, maintenant, tout est un peu plus en place. On peut voir que là, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça aussi. Donc notre player est OK. Maintenant, il va falloir le brancher et tester. Pour ce faire, on va se rendre dans le Home Component. Dans le Home Component, on peut se débarrasser de OnInit maintenant. Et on peut se débarrasser aussi du song.getAll, puisque c'est la librairie qui s'en occupe. Maintenant, concernant notre player, on va devoir injecter le song content service comme ceci, et on va créer une méthode onPlaySong qui va prendre en paramètre song to play first, qui va être de type readSong, qui va donc appeler song content service.createNewQueue avec un song to play first, et ensuite on envoie tout le tableau de song qu'on a récupéré. Ensuite, côté template. Alors, on va juste faire un petit peu le vide ici. Côté template, au niveau de song card, on va rajouter ici un song to play qui va être égal à onPlaySong $event. On va créer cet output dans le song card. Et dans le song card, on va avoir une méthode play qui va appeler song to play.next this.songDisplay. Et donc, cette méthode, on va l'appeler du côté de son card. Ici, on va l'appeler click play. Ensuite, on va faire la même chose côté librairie. Donc, en premier lieu, on va aller dans le small song card et on va lui rajouter un output comme on l'a fait pour la song card. On va appeler song to play de la même manière. C'est un event émetteur de type read song. On va la noter avec @output et on va rajouter une méthode play qui va faire un next grâce à this.song. Voilà, de cette manière. Maintenant, on peut retourner dans library. Dans library, on va injecter notre song content service. On va créer une méthode onPlaySong qui va prendre en paramètre song to play first, qui envoie void, et là-dedans on va appeler le song content service.createNewQueue song to play first, et on envoie tout le tableau de song. Ensuite, on part dans le template et on va lier les deux. Donc c'est song to play et celui-ci c'est onPlaySong. Voilà, donc maintenant, si je clique par exemple sur cette musique, ça ne marche pas. Alors oui, on a oublié de mettre ici le clic de play. Voilà, et là ça marche. Alors ici, on a un petit problème de hate, et c'est dû au fait que les icônes ne sont pas à la bonne taille. Donc il va falloir qu'on aille dans le style.scss et qu'on rajoute une petite classe
on a oublié, qui s'appelle navicon et qui doit faire font size 20 px. Voilà, une fois qu'on a fait ça, la height est correcte. Ensuite, le but, ça va être d'empêcher les utilisateurs qui ne sont pas connectés de pouvoir lire des musiques et de leur afficher une pop-up les invitant à se connecter. Pour faire ça, on va aller dans le of service. On va créer un type export type of pop-up state est égal à open ou close. Ensuite, on va créer un nouveau signal, private trigger of pop-up, dollar, qui va être de type writable signal, avec le type que l'on vient de créer. Et son état initial sera close, puisque la pop-up, elle devra être fermée. On crée notre signal public, state change, avec computed, donc this.trigger of pop-up, et ensuite on va créer un service qu'on va appeler open or close of pop-up, qui va prendre en paramètre une state de type of pop-up et qui va tout simplement écrire dans le signal la nouvelle state. Maintenant qu'on a fait ça, on va créer le composant où on va afficher nos deux boutons qui vont inviter des utilisateurs à se connecter. Pour faire ça, on ouvre un terminal et on fait nggc. On va le créer dans Layout et on va l'appeler off pop-up. Une fois créé, on ouvre la partie TS et on va injecter le off service comme ceci. Ensuite, on va juste créer une méthode login où on va appeler le offService.login. Une fois que ça c'est fait, on va passer à la partie HTML où on va rajouter un div avec une classe pgDark, dflex, align item center, flex colonne, padding 4 et off pop-up. Dans ce div, on va avoir une balise h2 avec une classe margin bottom 4 et on va écrire start listening now with a free account. En dessous, on va avoir un autre div avec une classe height 75, une width de 100, une classe tflex, flex colonne et justify content center. On va avoir un premier bouton qui va appeler login, sur le on-click, une classe btn button primary, une width de 100 et une margin bottom de 3. Il est de type button. Il va s'appeler login. On va faire de même pour le deuxième bouton qui lui aussi va appeler login, sauf que on va l'appeler sign up. On va afficher sign up. Ensuite, on va se rendre dans le fichier SCSS pour ajouter une petite classe qui va s'appeler offPopUp et qui va contenir une height de 250 pixels. Ensuite, on va se rendre dans le app component parce que c'est ce composant qui va gérer l'ouverture et la fermeture de la pop-up. Pour ce faire, on va rajouter le offService. On va également injecter le modal service qui vient de Bootstrap. Et on va avoir besoin d'une instance de la pop-up qui est de type ngb modal et qui peut être nul et qui est nul d'ailleurs. Ensuite, on va passer dans le constructeur. On va rajouter effect et dans effect, on va appeler une méthode qu'on va créer juste ensuite. Donc il va être open or close modal et on va lui passer la valeur qui se trouve dans le signal qui contient la state de notre pop-up. On va aussi devoir ajouter une option qui va être allow signals writes. Voilà, on va créer notre méthode, c'est le type of pop-up state. Dans notre méthode, on va avoir, donc si la state, là le nom est un peu long, donc on va l'appeler state, est égale à open, alors on ouvre la pop-up, c'est cette méthode, on va la créer juste après. Sinon, si on a une instance de la pop-up et si la state, elle est égale à close, et s'il n'y a pas, et s'il y a une modale qui est ouverte, c'est modal service, alors on ferme la modale. Ensuite, pour la méthode open
of pop-up. On va donc instancier une nouvelle pop-up grâce au modal service. On va lui passer le composant qu'on a créé précédemment avec quelques options, authentication-model, et on va la centrer comme ceci. Ensuite, on va devoir écouter certains événements. Donc on va faire un off modal ref.dismiss. Quand l'utilisateur il va cliquer sur le bord hors de la pop-up, elle va se fermer automatiquement. Donc ça, il faut qu'on soit au courant. Donc dans Next, on va rappeler donc le off service.open or close et on va lui donner l'ordre de fermer pour que la state elle soit synchronisée avec l'ouverture de la pop-up. On fait la même chose ici avec closed et on est OK pour la partie ouverture-fermeture. Maintenant, il va nous falloir un moyen de détecter quand l'utilisateur n'est pas connecté et quand il essaye de jouer une musique. Donc pour ce faire, on va créer un interceptor qui va venir écouter les requêtes HTTP et voir ce que le backend nous répond. Et en fonction de ça, on réagira. Pour créer un interceptor, on tape ngg interceptor et on va l'appeler donc off interceptor et on va le mettre dans le dossier service. Comme ceci. Quand on ouvre l'interceptor, on va injecter le off service comme ceci. Ensuite, on va faire un pipe sur la request. On va appeler tap. Et dans tap, on va regarder s'il y a une erreur. L'erreur, elle va être de type HTTP error response. Et si l'erreur, elle a un statut égal à 401, et si l'erreur a une URL, et si cette URL, elle inclut API/get authenticated user, et que il est authentifié côté front, alors on essaye de le reloguer automatiquement. Sinon, si l'erreur a une URL et que la request.method est différent de get et qu'elle ne se termine pas ends with, avec API/song, puisqu'on veut qu'elle puisse les lister, ou que, toujours pareil, si elle a une URL et si cette URL ne se termine pas par API/get authenticated et si l'utilisateur n'est pas connecté. Alors dans ces cas-là, on ouvre la pop-up. Open or close, open. Voilà pour notre interceptor. Maintenant, on va devoir l'activer, c'est-à-dire le register ici. Donc au niveau du provide HTTP client, on va appeler with interceptors. C'est un tableau, ça, il va falloir qu'on l'importe. Et dans ce tableau, on va juste marquer off interceptor. D'ailleurs, il n'est pas super bien nommé parce que ça fait interceptor, donc on va le refactorer. Oui, voilà. Et on va aussi faire un refactor de ce fichier. Voilà, comme ceci. Normalement, maintenant, si je retourne du côté de mon navigateur, que je clique, voilà, j'ai bien ma pop-up quand j'essaye de lire. Contre, je pense qu'il y a un petit problème de couleur. C'est pas button primary, mais c'est button secondary dans off pop-up component HTML. Voilà, comme ceci. Et donc, si je fais login, voilà, j'ai bien le player qui marche. Petit problème dont je viens de me rendre compte en recréant ma base de données parce que certaines musiques étaient mal créées dans mon cas. Quand vous ajoutez une musique, la liste n'est pas rafraîchie correctement après création. C'est normal puisque si on se rend dans Add Song Component, on avait ici commenté le get all. Je vous invite à le décommenter et normalement, maintenant, si je vais recréer n'importe laquelle, donc peu importe, voilà ici, ça se rafraîchit correctement. On va maintenant enchaîner avec la partie recherche. Alors, on passe du côté de notre backend. On va aller dans le song repository où on va venir rajouter une méthode qui va renvoyer une liste de songs qui va s'appeler find title or author containing et qui va prendre en paramètre une string de search term. Cette méthode, on va l'annoter avec @query parce qu'on va avoir besoin de faire une query personnalisée. Cette query, elle va contenir un select s from song s where lower de
s.title, like, lower, concat, pourcentage, virgule, deux points, search term, virgule, pourcentage, plus à la ligne ou lower pour le champ. On va faire de même pour le champ auteur. C'est like, lower de concat. On va copier ça, ça ira plus vite. Là, c'est search term, sinon ça va pas marcher. Voilà, donc on va essayer de matcher le search term avec soit le titre, soit l'auteur. Une fois qu'on a fait ça, on se rend dans le song service, où on va créer une nouvelle méthode, public list, qui va renvoyer une liste de read song info DTO. Cette méthode, elle va s'appeler search, et elle va prendre en paramètre un search term. On va appeler notre song repository avec la méthode qu'on a créée juste avant. On va lui passer en paramètre le search term. On va faire un stream map. On va appeler le song mapper avec song to read. Donc on va transformer les entités en DTO et on va collecter tout ça dans une liste. Comme ceci, on va créer la locale, directement faire return, comme ceci, et on est bon au niveau de notre service. On passe à la partie ressources. On va dans song resource. On crée un nouvel endpoint qui va envoyer une response entity de liste de read song info DTO qui va s'appeler search. Et en paramètre, on va avoir un request param qui va être de type string et qui va s'appeler term. Cette méthode, elle va être annotée avec un get mapping et son adresse, ça va être /songs/search. À l'intérieur de cette méthode, on va faire un return de response entity.ok et on va appeler songservice.search en lui passant le paramètre term. On est bon, on va tester que notre backend marche correctement. Voilà, on a bien rechargé, tout a l'air d'être bon. On va se diriger maintenant du côté du front-end pour implémenter notre recherche. Pour ce faire, on va dans un premier temps ouvrir le song service et on va rajouter une méthode search qui va prendre en paramètre une new search term qui va être une string et qui va renvoyer un observable de state de array de read song et d'HTTP error response. On va créer une variable query param qui va être égale à new http param.set. Donc notre param il va s'appeler term et la variable c'est le paramètre de la méthode new search term. Ensuite, on va appeler notre http client. On va faire un get. Ce get, il va être de type array de read song. L'URL, ça va être environment.api URL /api/songs/search. On va lui passer en option donc le query param, puis on va appeler la méthode pipe à l'intérieur avec un opérateur map qui va mapper les songs, le tableau, en state.builder de type array de read songs, http error response for success. On va lui passer les songs et on va faire un .build. Si il y a une erreur, on va utiliser l'opérateur catch error comme ceci et on va renvoyer un observable grâce à la méthode off et on va faire la même chose qu'ici, sauf qu'on va renvoyer for error comme ceci. On va mettre une petite virgule et on va importer off de RxJS. Une fois qu'on a notre service, on va créer notre nouveau composant search grâce à ng, grâce à l'Angular CLI. On le crée directement à la racine. Voilà, il devrait apparaître ici. On va se rendre dans l'app.route.ts. On va rajouter un pass search avec un attribut component, search component, comme ceci. On va se rendre ici, on va vérifier que quand on clique, on a bien search work. Ensuite, on se rend dans le fichier TS. On va importer le form module, le font awesome module et le small song card component. On va avoir besoin d'un search term de type string initialisé à vide. On va avoir besoin du song service qu'on va injecter
comme ceci. On va avoir besoin du song content service, qu'on va injecter de la même manière. On va avoir besoin du toast service. On va créer un tableau de songs pour accueillir les résultats de la recherche, qui va être de type array de read song et qui va être initialisé à vide. Et on va aussi créer un booléen qui va nous permettre de faire attendre l'utilisateur le temps que la requête revienne du serveur. On va créer une méthode private qui va s'appeler reset result if empty term avec en paramètre new search term. Cette méthode, on va l'utiliser un peu plus tard. Elle va nous permettre de réinitialiser le tableau à vide si la search term, la length de la search term est égale à 0. Donc si new search term.length est égal à 0, alors le tableau de son result doit être vide. On va également créer une méthode onPlay, donc qui va, parce qu'en fait dans la recherche, l'utilisateur il peut aussi cliquer sur la musique et la musique doit se jouer. Donc il faut aussi que de la même manière que ce qu'on a fait dans la librairie et dans la home, on puisse créer une queue. Donc ça, on fait un create queue, first song, et on envoie ensuite le tableau de song result. Ensuite, on va faire notre méthode principale qui va être la méthode onSearch. La méthode onSearch, elle va prendre en paramètre newSearchTerm, qui est de type string. On va assigner ce newSearchTerm to searchTerm, et ensuite, on va transformer ce newSearchTerm en observable, que l'on va importer comme ceci. On va faire un point pipe. Dans ce pipe, on va faire un opérateur tap, qui va nous envoyer le newSearchTerm de cette manière. On va appeler la fonction reset, comme ceci. On va appeler l'opérateur filter avec new search term, comme ceci, et on va filtrer les requêtes si le new search term.length il est pas supérieur à 0. Petite virgule, on va aussi faire un debounce pour éviter de trop solliciter le serveur et de lui envoyer toutes les requêtes à chaque fois que l'utilisateur tape une lettre. On va mettre un intervalle de 300 millisecondes. On va en faire un tap qui va nous permettre ici de pouvoir passer notre booléen de search à true pour afficher le petit spinner. On va faire un switch map ensuite où on va appeler notre service comme ceci, donc songService.search. On va lui passer un new search term et enfin on peut souscrire. Dans notre souscription, on va gérer, on a juste le cas next à gérer puisque l'observable nous renvoie tout seul la state avec erreur ou pas, donc on va gérer dans le onNext directement. Et on va créer une méthode onNext qui prend en paramètre le search state. Comme ceci, on va mettre une petite majuscule, comme ceci, pas de point, pas de point-virgule dans ce cas-là. On fait un create méthode, on crée ça. Ici, on importe bien la bonne state. Ensuite, dans onNext, on va passer le booléen isSearching à false. Ensuite, on va regarder si la state, donc le statut de la state, il est égal à OK. Si c'est le cas, on va assigner le tableau à la value qu'il y a dans la state, donc au tableau. Sinon, s'il y a une erreur, alors on va afficher un toast avec un error occurred while searching de type danger. Et voilà pour la partie TypeScript de la search. Passons maintenant à la partie HTML. On enlève ce qui se trouve dans ce fichier. Ensuite, on va ouvrir un div avec une classe position absolute, input group, flex no wrap, search bar et zindex. Ce div, il va contenir en fait l'input où l'utilisateur va pouvoir taper sa recherche. Donc on va faire un span class, border 0, rounded start 5, input-group-text et padding end 1. Dans ce span, il va y avoir une icône. L'icône, elle s'appelle search. On va l'importer tout de suite pour ne pas oublier. Non, mais du coup, c'est déjà fait. Ensuite, on a un input qui contient un ngModel. Le ngModel, la variable c'est searchTerm et on va faire un ngModel change et on va appeler onSearch avec le $event comme ceci. Le nom de l'input c'est search. La classe, les classes, pardon, border 0, rounded end 5, form, control, margin end 2, search-input et padding start 2. Cet input,
il va être de type search. On va mettre un placeholder qu'un petit espace. What do you want to listen to? Et on va mettre un aria label search. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va avoir une div avec une classe padding top. Dans ce div, on va avoir un premier if. Si search est égal à true, alors je vais avoir un div avec une classe dflex, justify content center, margin top 5, 8, 100. Ensuite, je vais avoir un autre div avec une classe spinner, grow, text, primary, loader. Et dans ce div, je vais avoir un span avec une classe visually hidden, avec dans ce span loading. Ensuite, je vais avoir un else if, la search term. On va coller juste ceci, si la search term.length, elle est supérieure ou égale à 1, et si le tableau de song résulte, il est égal, on va avoir un div avec un flex, un justify content center avec un header à 100. Voilà, comme ceci, et dedans on va avoir un autre div avec marqué no results for this search, emoji sad. Enfin, dernier cas, on va avoir un @else, et dans celui-ci on va avoir notre for avec un song of songs results track by song.publicID. Dans ce for, on va avoir un div qui va avoir une classe song background, une width de 100, une margin bottom de 2, un padding de 2, un padding end de 3, une classe flex et un align item center. Ensuite, dans ce div, on va avoir notre small song card, comme ceci, où on va lui passer en paramètre notre song. Enfin, on va faire un petit passage dans le fichier SCSS. On va rajouter une classe search bar, où on va faire un transform, translate, 100 px moins 72 px, width 350 px, 8 50 px. Et on va aussi rajouter une taille pour notre font awesome icon, une font size de 21 pixels. Voilà, donc normalement, on devrait pouvoir retourner ici. On a bien notre champ, et si on essaye de chercher, on voit que si je mets des lettres au fur et à mesure, la recherche marche correctement. On a bien le no result, et on a bien au fur et à mesure les musiques qui s'affichent. Petit oubli ici, parce qu'en fait la musique elle se déclenche pas quand on clique, donc il faut ne pas oublier de rajouter le listener comme ceci, avec onPlay event, voilà, et quand on search, on doit voir ici la pop-up, comme quoi ça déclenche bien. Et si je me log, je dois pouvoir searcher et ce que la musique se déclenche correctement. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va aussi en profiter pour ajouter une petite icône de loading dans la library et dans la home. Pour ce faire, on va faire un petit peu de vide ici. Ensuite, on va aller dans le library component. On va venir rajouter un booléen isLoading égale false. Dans le constructeur, dans effect, on va aussi venir ajouter un booléen. On va le passer à false. Et dans fetch song, on va le passer à true. Ça, on va le commenter pour le moment, histoire de bien voir qu'il s'affiche bien. On va maintenant dans la partie HTML et on va rajouter au niveau de ce div un if is loading. Ici, je vais déjà en profiter pour mettre le else comme ceci, et on va créer un div avec une classe dFlex, flex colonne, rounded bottom 2, justify content center, align item center et 800. Dans ce div, on va mettre donc l'icône, le spinner grow, text primary, loader et role statut. Ensuite, une balise span, classe visually hidden loading. Voilà, maintenant si on retourne du côté de notre librairie, on voit ici l'icône qui est bien en mode loading. On va décommenter ici, et là maintenant, voilà, très bien. On va maintenant aller dans Home, Component, et on va faire la même chose. On crée un booléen isLoading à false. Dans le constructeur, on va le passer à true, et dans le OK,
plutôt dans le effect ici. On va le passer à false. Voilà, comme ceci. Maintenant, dans le template, on va rajouter un if, is loading, le else comme ceci. On va venir copier directement le spinner vu que c'est le même. Et normalement, on devrait avoir pas d'effet. On va juste enlever celui-ci. Voilà, donc il est un petit peu bas. On va enlever le 800. Voilà. On passe maintenant à la gestion des favoris. Alors, pour cette fonctionnalité, on va rajouter ici, comme c'est fait dans Spotify, une genre de petite tuile où on va, donc là ça s'affiche plus, mais une espèce de petite tuile qui va regrouper une liste des songs que l'utilisateur a mis en favori. On va aussi rajouter des cœurs, donc au niveau du player à droite, dans la search également, quand on va faire une recherche ici. Pour ça, on va passer du côté du back. On va d'abord créer des petites méthodes, une méthode utilitaire dans le user service. Cette méthode, elle va être publique et elle va renvoyer un optionnel de read user DTO. Elle va s'appeler get by email. Elle va prendre en paramètre un email. On appelle le user repository. On fait un find one by email. Ensuite, on crée la variable et on va mapper ce résultat avec un user mapper. Ça, on peut le simplifier. Très bien. Ensuite, on va aller dans notre song repository. On va avoir besoin de deux méthodes. Une première méthode qui va envoyer un optional de song. Cette méthode, on va l'appeler find one by public ID. Et ça va prendre en paramètre un public ID. La seconde, elle va renvoyer une liste de songs et elle va s'appeler find all favorite by user email et elle va prendre en paramètre un email. Cette méthode, on va la noter @query et car on va avoir besoin de faire une jointure et on va pas pouvoir faire juste en nommant avec Spring Data JPA. Cette query, elle va faire un select s from song, s join avec la table favorite, f on s.publicID égale f.songPublicID where the user email est égal au l'email que l'on passe en paramètre. Une fois que notre repository et notre méthode sont complètes, on va importer un state builder. Donc c'est la même classe qu'on retrouve au niveau du front, mais côté Java. Donc je vous invite à la récupérer dans la description. De mon côté, je vais l'importer dans infrastructure en créant un nouveau package, puisque cette state, elle est amenée à être partagée. Voilà, donc de cette manière, add, et j'ai aussi besoin de statut notification. Ensuite, je me rends dans Song Service et je crée ma méthode qui va me permettre d'ajouter et d'enlever mes favoris. Cette méthode, elle va renvoyer une state de favorite song DTO et l'erreur, ce sera de type string. On va l'appeler add or remove from favorite. Elle va prendre en paramètre une favorite song DTO et l'email de l'utilisateur qui l'a liké. On va instancier notre builder comme ceci. On va juste changer ici le type qui va être string favorite song DTO. Très bien. On va appeler notre song repository en faisant un find one by public ID et on va aller chercher ce public ID dans la DTO. On va maintenant créer notre local variable qu'on va appeler song to like optional. On va regarder si jamais on ne la trouve pas, alors on renvoie une erreur directement dans le builder. Song public ID doesn't exist.build. Sinon, on va extraire la song to like de l'optional. On va charger l'utilisateur. Donc là, le user service, il va falloir qu'on l'injecte. Donc private final user service, user service. On va le rajouter ici en tant que constructeur, en tant que paramètre du constructeur de song service, qu'on ait l'injection. On revient sur notre user service et on fait un get by email or else throw, puisqu'ici, de toute manière, l'utilisateur est connecté. Si
il a mis en favori. Alors, on va rajouter une entrée dans la table, favorite. Donc on crée l'entité, égale new favorite, favorite.set, le public ID, on l'extrait de song to like. Ensuite, on rajoute l'email. Celui-là, je peux le nommer un peu mieux. Je peux mettre user ou like song.email. Et ensuite, je vais venir sauvegarder en base mon objet favorite. Il me faut le favorite repository que je vais injecter également dans le constructeur. Et si il veut enlever cette chanson de ses favoris, alors on va créer un favorite ID grâce à song to like et au user. Et on va venir faire un delete grâce à la foreign key, pardon, c'est delete by ID, grâce à la primary key composite. Ensuite, on va renvoyer une song DTO. Je vais faire song DTO, false, avec son public ID. Enfin, on va retourner dans le builder, on va retourner le builder, for success, et on va renvoyer la song DTO en faisant un point .build. On peut enchaîner avec le service qui va nous permettre de récupérer les chansons favorites pour un user. Cette méthode, elle va renvoyer une liste de readSong info DTO. On va l'appeler fetch favorite songs et elle va prendre en paramètre un email. On va appeler le song repository, on va faire un find all favorite by user email. On passe l'email en paramètre, on fait un stream, puis un map. On va appeler le song mapper, on va appeler le song to read song info DTO, et ensuite on va appeler list. Ça, on va le return directement, et on a notre service. On peut maintenant se diriger vers l'endpoint, donc vers le song resource, où on va créer deux nouveaux endpoints. Le premier endpoint que l'on va créer, ça va être celui qui permet d'ajouter et de supprimer des favoris. Donc il va renvoyer un response entity de favorite song DTO. La méthode elle va s'appeler add or remove from favorite. On va avoir besoin d'un bin qui est valide, qui est contenu dans le body et qui est de type favorite song DTO. On va d'abord dans le user service récupérer le user qui est en session, comme ceci, user from authentication. On va ensuite appeler le service add or remove. On va lui passer la DTO et l'email de l'utilisateur. On va créer notre variable ici. Ensuite, on va regarder au niveau de la state. Le statut est égal à statut notification.error. Alors, on va créer un problème detail .for status. On va envoyer http status.badRequest et on va renvoyer le détail de l'erreur en faisant comme ceci. On va ensuite retourner la response entity avec le problème detail à l'intérieur et on va faire un point build. Si tout s'est bien passé, alors on renvoie une response entity avec le statut code OK et avec le contenu de la state. Ça, je peux le nommer un petit peu mieux. Favorite song response. On n'oublie pas ici d'annoter notre endpoint avec post mapping. L'adresse, ça va être /songs/like. On passe maintenant à notre deuxième endpoint qui va envoyer une response entity de liste de read song info DTO. Elle va s'appeler fetch favorite songs. On va venir ici lire les informations de l'utilisateur connecté comme on l'a fait plus haut. Et on va venir faire un return de responseentity.ok de song service.fetch favorite song en passant l'email en paramètre. Enfin, on annote avec getMapping et l'adresse c'est songs/like. Ensuite, on va rebuilder notre back et on vérifie que tout se passe bien. Pour vous donner plus de détails sur comment ça marche côté base de données au niveau de la structure, si on prend notre pgadmin, vous pouvez voir qu'on a une table favorite song. Si on regarde, elle a deux colonnes qui sont user email et song public ID. Et en fait, cette table, s'il y a une entrée, on considère que le user l'a mise en favori. Et donc c'est pour cette raison que dans le song repository, on fait une jointure
pour venir mapper une song avec une ligne dans la table favoris en fonction du user email. Enfin maintenant, du côté de notre service, on va devoir rajouter une méthode qui va venir charger les informations des songs qui sont en favoris pour les utilisateurs qui sont connectés. Donc on va se rendre dans notre song service et on va rajouter une méthode qui va être privée, qui va renvoyer une liste de read song info DTO. On va appeler fetch favorite status for songs, qui va prendre en paramètre une liste de read song info DTO. On va appeler song. Dans cette méthode, on va récupérer les informations de l'utilisateur connecté. On va appeler authenticated user. Ensuite, on va récupérer la liste des UUID des songs en faisant un song.stream.map read song info DTO get public ID. On va le transformer en liste comme ceci. Ça c'est song public ID. Ensuite, on va appeler notre favorite repository. On va faire un find all by user email and song public ID in. Donc ça, on va devoir le créer et on va passer en paramètre authenticated user, email et song public ID. On va se rendre dans le favorite repository. Cette méthode, elle va envoyer une liste de favorite et donc c'est find all user email and song public ID. Voilà, comme ceci. Ensuite, ici, on va créer une locale variable. Ça va être la user favorite songs. Et on va retourner songs.stream.pick song. Et si user favorite songs contient songs get public ID, alors c'est que cette song est en favori. Et on va retourner toList. Alors ce type ici, il faut faire un stream.map et faire un favorite de get song public ID. Voilà, il faut aussi transformer cette liste. Voilà, comme ceci, comme ça. Là, ça marche. Ensuite, on va devoir aller dans notre get all et ensuite dans notre search. Donc dans notre get all, on va devoir transformer un petit peu notre service. Ici, on va extraire la variable. On va marquer all songs. On va retourner all songs. Par contre, on va faire un if le user service. Si l'utilisateur il est authenticated, alors on va retourner un fetch favorite song avec le tableau suivant. Voilà, c'est fetch favorite statut. On va créer la méthode isAuthenticated dans le user service et on va retourner security context holder.getContext.get authentication.get principal.equals anonymous user. Voilà, anonymous user. Ensuite, on va dans la méthode search et on va devoir le modifier également. Donc on va extraire ici la variable, donc search song, la liste, et on va faire la même chose. Si l'utilisateur est connecté, alors on renvoie les informations de favoris. On va maintenant passer côté front-end pour implémenter notre fonctionnalité de favoris. On va d'abord se diriger sur le song service. Ici, on va implémenter l'appel de service de notre endpoint qu'on vient juste de créer. Pour ça, on ajoute une méthode add or remove as favorite avec un paramètre booléen et un public ID de type string. Cette méthode, elle renvoie void. On va appeler notre HTTP client en faisant un post de type read song. L'adresse, c'est environment.api underscore URL /API /song /like. Le body, ça va être favorite et public ID. Là-dessus, on va faire un subscribe. On va gérer le cas next, donc qui va être updated song. Ici, il va falloir que je crée les deux signaux, donc le signal privé qui va s'appeler add or remove favorite
song, qui va être de type writable signal, de state, de array, de read song. Pardon, ce n'est pas un array, c'est juste une read song, et de http error response, qui va être égal à signal state.builder de type readsong http error response et forInit.build. Un autre signal ici qui va être égal à computed, sys.add or remove, comme ceci. On retourne du côté de notre service. Ici, on va faire un add or remove au niveau du signal. On va faire un set et on va faire un state.builder de type readsong http error response.forSuccess.build avec l'updated song à l'intérieur. On va aussi regarder si l'updated song, le champ favori est à true, et si c'est le cas, on va appeler le toast service.show et on va notifier l'utilisateur que la song a été correctement ajoutée à ses favoris. On va faire un success. Je vais injecter toast service comme ceci. Et si ce booléen est à false, alors je vais faire un toastService.show et dans ces cas-là, je vais lui notifier qu'il l'a bien enlevé. From favorite. Non, pardon, c'est quand même un succès. Ce n'est pas le cas d'erreur. En cas d'erreur, on va tout simplement notifier le signal en envoyant une state en erreur, en faisant for error comme ceci, et en passant en paramètre error. Puis, on va se resservir du toast en mode danger, et cette fois-ci, on va marquer comme erreur when adding song to favorite. Voilà pour notre service. Ensuite, on va avoir besoin d'un second service qui va nous permettre de récupérer les favoris. Pour ce faire, donc il va envoyer void et on va appeler le client HTTP en mode get. On va récupérer un array de read song. L'URL, c'est environnement.api URL/API/songs/like. On souscrit, on gère le cas next avec le tableau de favorite song qui nous est retourné par l'API. Ici, il faut que je crée mes deux signaux, mon fetch favorite song. Je vais rajouter ici, il est de array de read song. La même chose ici, c'est for init. Ici, c'est ce signal et c'est ce signal comme ceci. Sig, je vais rajouter aussi sig ici. Maintenant, on peut retourner à notre service. On va faire un set dans ce signal qui va être de type state.builder, de type array de read song, http error.forSuccess, favorite song.build. En ce qui concerne le cas d'erreur, on va faire error et on va juste renvoyer le builder à error, comme ceci. Maintenant, on va construire un composant réutilisable qui va permettre de gérer les favoris. Pour ce faire, on va générer un nouveau composant qui va s'appeler favorite song bouton. Il va se trouver dans shared. Maintenant, on se dirige dans shared. On importe font awesome module. On va créer un input qui est required, qui est de type read song. On va devoir injecter of service et song service. On va rajouter une méthode onFavorite qui va être appelée quand l'utilisateur va cliquer sur l'icône de cœur. On va passer en paramètre une read song et dans ce cas-là, on va appeler la song service avec le service qu'on a créé et on va inverser song.favorite et on va envoyer aussi le public ID comme ceci. Ensuite, on a besoin d'un constructeur dans lequel on va placer notre effect. On va venir récupérer le signal, donc favorite song state. Si cette state est égale à OK et que la value est égale à true et que la song, sa public ID est égale à la public ID qui se trouve dans la song favorite, alors la song.favorite est égale à value.favorite. Dans ces cas-là,
on peut assigner la valeur. On peut maintenant passer côté template. On efface le contenu, on met un if qui va regarder si l'utilisateur il est connecté. Et si c'est le cas, on va afficher le bouton favori. On va d'abord écouter le clic et on va appeler onFavorite en passant en paramètre song. Si la musique est en favori, alors on va afficher une icône avec un cœur plein. On va appeler favorite, text primary. L'icône, ici, on va faire un tableau avec une clé face, art, comme ceci. Et ensuite, on va avoir un else, sauf que cette fois, phare, donc c'est font awesome regular. Et celui-là, je ne me souviens plus le nom exact, mais c'est pour avoir donc le cœur plein et le cœur vide. Ensuite, on va aller dans SCSS et on va juste rajouter la classe favorite avec une font size de 20 pixels. Notre composant est terminé, il ne nous reste plus qu'à le placer. On se rend dans la search, dans le template, et on va ajouter notre composant ici, donc favorite song button, et on va lui passer en paramètre la song, comme ceci, et on va faire la même chose pour le composant player, où on va le placer comme ceci. Ici, c'est current song. Maintenant, on peut revenir du côté de notre front. Il faut qu'on se log. Voilà. Et si je cherche ici, ah oui, alors petit problème d'icône, il faut qu'on importe. Donc c'est fa-art ici et ensuite, alors il y a un petit import un peu spécial à faire ici. Il faut que je fasse import art regular from, sauf que celui-ci c'est le regular. Voilà, et il faut que celui-ci je l'importe. Voilà, parce qu'ils ont les mêmes noms. Donc on est obligé de mettre un alias au niveau de nos imports. Je dois pouvoir revenir ici, chercher, donc il y a un petit problème de CSS. On va maintenant créer la carte qui va nous permettre d'accéder à la liste des musiques qu'on a mis en favori. Pour cela, on va créer un nouveau composant qui va s'appeler Favorite Song Card. On va le créer, ce composant, dans Home. Une fois dans Home, on va ouvrir le TypeScript. On va juste importer router link et on peut ensuite aller directement dans le HTML. Ce HTML, il va posséder une div avec une classe qui va s'appeler card. On va avoir un song card background et un playlist-card. Dans ce div, on va avoir un autre div avec une classe card body avec un padding 1, une classe tflex, une width de 100 et rounded to. On va aussi avoir un router link qui va nous amener dans l'URL favorites. Ensuite, on va avoir une image qui va avoir une classe rounded 2, une width de 55 pixels, une height de 55 pixels, une src qui va être égale à, alors j'ai oublié de fermer les guillemets ici, une src qui va être égale à assets slash img slash like.png. On va mettre alt, ça va être like songs, comme ceci. Cette image, vous allez pouvoir la trouver dans le repository. Moi, je vais l'importer dans un dossier que je vais créer, qui va s'appeler img, et je vais la mettre ici. Ensuite, on va avoir un div avec une classe dflex, flex colonne, justify content center, avec un margin start de 2. Ensuite, dans ce div, on va mettre un autre div avec une margin bottom 1 et une classe title. Ce div va contenir like song. Ensuite, on va aller dans le SCSS et on a juste une classe à rajouter qui va être playlist card, qui va avoir une width de 200 pixels et cursor pointer. Très bien. Maintenant, on va placer cette carte au niveau de Home. Donc, on va se rendre dans le template de Home Component. On va rajouter un titre H1 qui va avoir une classe margin bottom 3. À l'intérieur, on va marquer playlist et on va rajouter notre app favorite song card, comme ceci. Si on retourne maintenant dans notre Home, voilà, on a bien notre petite tuile like song.
Ensuite, on passe à la création du composant qui va contenir la liste. Ce composant, il va s'appeler favorite. On se rend dans le app root pour rajouter une URL à ce dernier. Son pass, ça va être favorites. Et donc le component, c'est favorite component. On se rend dans le fichier TypeScript de favorite. On va importer favorite song bouton component et small song card. On va implémenter onInit comme ceci. On va créer un tableau de favorite song qui va être de type array de read song qui va être vide pour le moment. On va injecter le song service comme ceci. On va aussi avoir besoin du song content service. Dans le ngOnInit, on va appeler le song service.fetch favorite. Ici, il y a une petite typo favorite songs. On va ensuite créer notre constructeur avec effect à l'intérieur. On va extraire le signal de song service qui va nous permettre de contrôler quand l'utilisateur il enlève des songs en favori. Comme ceci, on va tester le statut s'il est égal à OK, et si c'est le cas, on va rafraîchir la liste de favoris. Ensuite, on va avoir un deuxième effect qui va s'occuper de récupérer la liste. Donc on ajoute notre effect comme ceci. On va récupérer dans son service le fetch favorite song signal. On crée notre variable favorite song state. Si le statut de cette variable il est OK, alors on extrait la value. Dessus, on va faire un for each, et dans ce for each, on va passer toutes les songs à true. Enfin, on va assigner ce tableau au tableau qui se trouve dans la state. Enfin, si l'utilisateur clique sur une musique, il faut qu'on puisse la jouer. Donc il va falloir qu'on appelle le service qui est présent dans song content. Comme ceci, song content.create new queue first song this.favorite songs. On peut passer maintenant côté HTML. On va mettre une balise h1 avec une classe margin bottom 3 qui contient like songs, un div avec une classe padding top, un for qui va venir itérer sur le tableau favorite songs, track song.public id. Dans le for, on a un div avec une classe song card background, width 100, margin bottom 2, padding 2, padding end 3, t flex, align item center. Là-dedans, on va avoir notre app small song card qui va avoir une classe de width 100 auquel on va passer en paramètre song comme ceci. Au clic, on va appeler onPlay. On va passer la song comme ceci. Et enfin, on va faire app favorite. C'est le bouton comme ceci avec song. Voilà, on a notre favorite. Alors, on a un problème de bad request. Si on va voir dans network, c'est parce qu'en fait, on n'envoie pas, il y a une erreur. Ici, on envoie favorite, on n'envoie pas le booléen. Alors, effectivement, il y a une typo. Ici, il faut mettre favorite et public ID. Voyons voir si ça corrige le problème. Voilà, donc là, on est bon. Je peux mettre en favori. Si je clique, ici, c'est aussi en favori. Et je peux aussi l'enlever. On voit bien que ça marche. Ici, petite erreur. Alors, ça marche quand même, mais c'est moins élégant. On fait pas clic, mais on écoute le song to play qui se trouve ici. Maintenant, on peut retourner du côté de notre navigateur. On retourne dans like song et on peut voir que ça marche correctement. Qu'on peut mettre, par exemple, ici en favori. On peut faire like song. On peut en enlever et le tout marche correctement. On peut aussi enlever le toast de test qu'on avait laissé jusqu'à maintenant dans le app component, dans le ngOnInit. Notre clone de Spotify est maintenant fonctionnel. On peut lire la musique, gérer la file d'attente, contrôler le volume, rechercher une musique, la mettre en favori, gérer nos favoris et ajouter une musique. Je te remercie d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à la prochaine. Ciao!